Bon, alors on va commencer. Alors je vais vous laisser vous présenter. Je pense que ça sera plus simple. De gauche à droite, si Je vous commence. voulez bien. Alors, moi je m'appelle Tristan Pichard et je suis écrivain. Je suis ici plus particulièrement, alors j'ai fait d'autres choses sur la musique et puis des romans, mais là c'est plutôt pour ça que je suis là, c'est pour des adaptations de contes et légendes, donc j'en ai fait un certain nombre, chez Locus Solus, sur la Bretagne, sur le roi Arthur, sur la guerre de Troie, là c'est sur Paris, etc. Ça c'est plutôt tout public, à partir de 6e, 5e, quoi, les ados peuvent déjà le lire. Et puis j'en ai fait aussi une série pour les tout petits, donc ça c'est quand ils ne savent pas encore lire, vers 4-6 ans, donc voilà, au pays des Corrigans, la ronde des Corrigans, etc. Et puis voilà, j'ai été étudiant ici, pour la petite histoire, j'ai fait une fac d'histoire, et donc j'étais la première promo de l'UBS, il y a très très longtemps. Voilà, je t'en prie. Moi? C'est pas mal quand même, comme quoi ça mène à tout. Ouais, ça m'a... Donc moi je m'appelle Pascal Lamour, je suis pas né à Lorient, donc j'ai moins de chance que toi. Je suis écrivain et musicien professionnel et j'ai écrit un certain nombre de bouquins parce que je suis aussi docteur en pharmacie et donc j'ai écrit un certain nombre de bouquins sur les plantes et le druidisme parce que je suis aussi druide, si ça vous intéresse. Donc aujourd'hui je suis venu comme toi plutôt vous parler, je crois que c'est les mythes et les légendes le sujet, c'est ça? Plutôt vous parler de ce type de livre qui est illustré par un super illustrateur qui s'appelle Bruce Hérault. Et donc ce bouquin-là, c'est à la fois je dirais une réflexion avec la pharmacie d'où je viens, le druidisme d'où je viens, la musique d'où je viens, et puis le breton, la langue bretonne d'où je viens, parce que le breton était ma langue maternelle. On n'est pas si nombreux finalement. Et j'ai appris le latin chez les frères, donc du coup, j'ai la chance de pouvoir me balader entre le brittonique et le latin, avec un peu de grec au milieu. Et avec tout ça, on peut faire un peu d'heroic fantasy. Et c'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc, pour vous, étudiants, je pense que c'est important de voir que si on veut créer un fond culturel dans un livre, il faut qu'on ait ce background culturel-là. Pour moi, c'est cette histoire de pharmacie qui aurait pu me mener derrière un comptoir et qui me mène dans les feuilles d'un ouvrage. C'est du breton qu'aurait pu me laisser parmi les ploucs et finalement ça me sert à rayonner dans le monde entier, plus qu'avec l'anglais finalement, parce qu'on me disait avec du breton tu feras jamais rien, mais en fait je fais vachement de trucs. Et puis il y a un côté voilà, druidique, spirituel, et voilà, qui me permet aussi de faire des bouquins sur les symboles, super illustrés par David Ballade, et tout ça au milieu des légendes et mythes celtiques. Thierry Jamet, je suis enseignant ici depuis 7 ans, en master métier du livre. Combien? 7 ans. 7 ans de bonheur. Et éditeur à Pornic, en Bretagne méridionale, en Loire-Atlantique. On publie des essais, des romans, des ouvrages de langue, dans toutes les langues. On a dû aborder une dizaine de langues, du grec, du latin jusqu'à l'arabe, en passant par le breton, l'occitan, le corse. On a abordé l'imaginaire et la fantaisie, particulièrement avec Harry Potter en breton. Donc on est un des 2 éditeurs de J.K. Rowling en France. Et puis on a sorti une série qui s'appelle Oracle. Justine Morvan, vous voyez ici le 3e tome. Alors Justine a la particularité, on sort le premier tome en 2017, d'inventer une pandémie qui couvre toute la planète et qui en Europe commence par la Grande-Bretagne. Bonne nouvelle, le dernier tome sort dans un mois, donc on saura comment ça se termine. Voilà. Ça, c'est de la fantaisie un peu sombre. On aura l'occasion peut-être d'en reparler. Et puis, on sort une série, tout ça pour une virgule, dont un des 2 auteurs est là, Félix Jamet, qui lui est beaucoup plus du ressort, effectivement, de l'absurde. Donc on essaie d'aborder des domaines qui n'ont pas forcément... Après avoir édité une auteure qui est un peu connue, qui a quelques soucis en ce moment, avec son public, avec la presse, J.K. Rowling, et on essaie de découvrir à travers de jeunes auteurs de nouveaux univers qui n'ont pas été forcément travaillés par d'autres éditeurs. Voilà.
Donc moi, je m'appelle Félix Jamais, et comme il l'a dit, du coup, j'ai écrit cette saga, tout ça pour une virgule. Donc pour l'instant, c'est que 2 tomes, mais je dis saga parce qu'il y en a 6 en tout prévus. Et ouais, donc sinon, je suis juste encore étudiant, je suis en 3e année à Nantes, et pendant mes études, j'écris avec un ami. Et Anis Fac, ouais, voilà. qui n'a pas pu venir malheureusement. Mais on écrit à 2 donc depuis très longtemps. Et là, on a déjà écrit 4 tomes, mais il y en a 2 de sortie. Et on va continuer normalement pendant encore longtemps, j'espère. Donc c'est de la fantaisie un peu décalée, je dirais, avec pas mal d'humour absurde et un univers très délirant, mais avec évidemment une histoire quand même sérieuse et développée. Très bien. Voilà. Maintenant, je vais laisser Pauline introduire notre sujet du débat d'aujourd'hui. Alors, donc, comme on a pu le voir dans la matinée, peut-être pour ceux qui étaient présents avec la première conférence, les mythes trouvent encore actuellement un écho certain dans notre société. Pourtant, là où de nombreux artistes y voient finalement un merveilleux tissu créatif pour l'esprit, d'autres les pensent tomber en désuétude ou alors devenus moins dignes d'intérêt. Aujourd'hui, avec cette table ronde, on espère vous faire échanger finalement autour de la place de l'imaginaire dans vos métiers. Donc, comment est-ce qu'on peut continuer à perpétuer ces mythes et ces légendes qui ont construit notre patrimoine actuel? Voilà. Et je vais laisser penser sur la question. Alors, il faut dire des choses convenues ou on a le droit de dire ce qu'on pense? Allez-y. Bon, je vais commencer. Alors, moi, je ne peux pas parler de l'ensemble des métiers du livre, je pense, de documentaliste. Le but, c'est d'avoir votre point de vue. Voilà. Mais c'est donc, point de vue d'éditeur, vous avez des minorités invisibles, vous avez des langues invisibles, je parle breton, par exemple, hein, qu'on n'enseigne pas à Lorient, alors qu'il y a encore 50 ans, tout le monde parlait cette langue. Ça, c'est un peu étonnant. Et puis, moi, je trouve qu'il y a aussi, c'est ça qui nous intéresse, il y a des littératures un peu invisibles. Quand je dis invisibles, pas pour vous, évidemment, pas pour les réseaux sociaux, mais pour les médias traditionnels, par exemple. Quand vous êtes éditeur, faire la promo, c'est pas la peine d'envoyer un service de presse pour des ouvrages de fantaisie. À qui l'envoyer? Qui va en parler, effectivement? Éventuellement quelques influenceurs, mais qui ont été tous rachetés par des grosses maisons d'édition pour parler de leurs propres ouvrages. Donc, nous, on essaie de trouver des biais pour faire exister ces ouvrages, effectivement. Donc, Facebook, Twitter, Instagram, ce que vous voulez. Et puis, on aura peut-être l'occasion de vous montrer ça. On a choisi de le faire sous forme de bande-annonce. C'est une des façons de communiquer et de parler de nos auteurs. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que... je ne vais pas monopoliser trop la parole, mais je pensais en venant dans les nouvelles formes de littérature qui seront enseignées à la fac dans 70 ans, on pense, peut-être 80 ans quand même, vous avez que des mots en anglais, mais c'est pas un hasard. Vous avez le feel good, vous avez le roman young adult, vous avez la fantasy avec light fantasy, dark fantasy, etc. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas d'ici. Parce que le monde du livre, le monde de l'édition, je me mets dedans, on est bloqué depuis les années 50. On pense toujours que l'édition, c'est une photo noir et blanc devant le De Mago au quartier latin. Et l'édition a du mal à suivre. Heureusement, vous êtes là pour nous mettre à la retraite, j'espère, bientôt. Pour parler de toutes ces formes de littérature. Mais ça a été la même chose avec le jazz, avec le rock, c'était pas vraiment de la musique. Il y a même des gens qui vous expliquent que c'est un scandale que Bob Dylan ait eu le prix Nobel de littérature, parce que c'est de l'oralité, en oubliant juste que la littérature, elle est arrivée en France par le biais des troubadours, et les troubadours, c'est l'oralité. Donc, ce qui est formidable, c'est que tout est à faire. Il y a une génération, la vôtre, qui se passionne en grande partie pour des ouvrages des littératures de l'imaginaire, moi je parle en particulier de la fantaisie, et des éditeurs qui suivent tout doucement. Alors si, tout d'un coup, achètent, éditisent, commencent à racheter des petites maisons d'édition, mais j'ai souvent donné l'exemple de ce qu'on appelle le nature writing, avec Jim Harrison comme auteur emblématique, prix Nobel de littérature. Gallmeister fonde une maison d'édition dans les années 90 à Paris. Ça faisait juste un siècle
que les Américains en parlaient, que c'était une tradition littéraire, et nous, on arrive après. J'ai toujours l'impression qu'on arrive 50 ans après. C'est un peu fatigant. Donc si on pouvait faire changer cette date de fête, moi ça me ferait plaisir, quoi. Qu'on n'ait plus que 30 ans de retard. Voilà. Alors moi, je me permets de répondre à ça parce que je suis absolument pas d'accord avec Thierry, que j'aime beaucoup. Moi, je trouve que c'est juste qu'on a 1000 ans d'avance, en fait. C'est-à-dire que c'est les autres qui ont du retard, c'est pas nous. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que dans le monde entier actuellement, toute l'heroic fantasy et tous les mythes et les légendes qui sont diffusés viennent d'ici, là. Lorient, Vannes, Brocéliande, etc. C'est nous qui avons ces mythes-là. Vous êtes sur la terre qui a les mythes et les légendes qui influencent le monde actuellement. C'est la Bretagne armoricaine, c'est chez nous. On en a les preuves de ça. Donc Merlin, Viviane, Tristan, Iseux, tout, on peut les citer tous. Ce ne sont pas des textes anglo-normands, ce ne sont pas des textes latins, ce sont au départ des textes britanniques. Ça vous surprend sans doute, mais quand Geoffroy de Montemousse, on en parlait, explique que quand il sort son bouquin sur la Vita Merlini au XIIe siècle, la vie de Merlin, et qu'on est bien dans les mythes et les légendes, et il traduit en latin un livre brittonique, donc écrit dans la langue de nos ancêtres bretons. Brittonique, c'est une langue celtique, il y a le côté gaélique, le côté brittonique. Et il explique ça. Et évidemment, tout le monde dit, quel connard, il parle comme ça parce qu'évidemment, le livre n'a jamais existé. Et puis maintenant, on a les traces du bouquin. Ça a été découvert il y a quelques semaines. Ça s'appelle La vie de Saint-Gouénou. Ça a été découvert dans la chronique de Saint-Brieuc, texte en latin qui vient d'être traduit. Et c'est quoi? Ça se passe à Saint-Gildas de Rhuys, c'est l'histoire de Le Sage. Et vous pourrez vérifier de Saint-Gildas, vous pourrez vérifier Saint-Gildas le Sage. Et le texte en brittonique, c'est la même structure exactement que la Vita Merlini. Et l'histoire des rois de Bretagne, de Geoffroy de Montemousse, XIIe siècle. Et avec ça, on va vous gaver pour vous dire que Tristan et Iseux, c'est de l'anglo-normand, c'est des légendes anglo-saxonnes et tout. C'est absolument faux. Donc, nous avons, nous, en Bretagne, 1000 ans d'avance, pour commencer. Mais on ne le sait pas. Mais on ne le sait pas. Mais maintenant, vous le savez. Mais il y a une deuxième chose qui est importante. C'est que nous, on a un avantage sur la fantaisie, l'heroic fantasy, tout ça. Vous savez, ça vient des théories des années 30 qui s'appelait le réalisme magique. Donc Garcia Marquez, et vous avez actuellement les Japonais qui s'en sont servis, en particulier avec Murakami, qui parlent du réalisme magique. Moi, je leur dis, vous êtes des nazes, parce que nous, en Bretagne, on a la magie du réel, nous. Il y a bien longtemps que chez nous, on parle de l'autre monde, Herbé d'Aral, et il y a longtemps que mes parents disent, si t'as pas de pognon, tu m'en prêtes, je te le rendrai dans l'autre monde. Nous, il y a longtemps qu'on vit avec ça en Bretagne. Mais c'est pas des conneries. C'est-à-dire que quand vous allez à Sainte-Anne-d'Auray et que ma mère dit, tiens, on va laisser du beurre sur la table parce que là, les esprits, pendant qu'on va être au pèlerinage, vont pouvoir venir se nourrir. Ça, moi, j'ai vécu ça. Et on ne disait pas que c'était magique. On ne disait pas que c'était réel. On disait c'est normal. Donc, l'heroic fantasy, les mythes et les légendes, c'est sous vos pieds, là. C'est là. C'est là que c'est. Mais vous avez un bol incroyable, c'est que vous ne faites pas un master de littérature, vous faites un master de pieds incroyables posé sur une terre pas possible. Et c'est ça que vous allez dire maintenant. Et nous, on a besoin de vous pour ça. Moi, je ne viens pas ici pour vendre mes bouquins, j'en vends déjà trop, ils sont en rupture, donc je m'en tape. Mais c'est pas des conneries. C'est-à-dire que, contrairement à ce que dit Thierry, il a raison pour la plupart des cas, mais dans le mien, c'est pas vrai. Moi, j'ai les médias. J'ai le quotidien du pharmacien qui fait un bouquin sur mon bouquin. Non, mais c'est fou. J'envoie ça au quotidien du pharmacien parce que je suis docteur en pharmacie. Je dis, ils vont se dire, tiens, il y a un mec qui a mal tourné dans la profession. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font le journal sur le mec qui a mal tourné. Donc j'ai la page de une et la page de der du quotidien du pharmacien. Donc toutes les officines de France. Ah forcément, le bouquin il circule. Hein. Donc voilà, tout ça pour dire que si vous êtes des merdes, ça roule. Bon, tout est dit en fait. Hein. C'est le commencement de la fin, en tout cas. On va s'arrêter là alors. Donc ça va te parler, c'est ça? Je sais pas trop quoi rajouter après ça. Moi j'ai un rapport avec tout ça qui est un petit peu différent, dans le sens où c'est un truc que j'ai redécouvert.
Toi, tu as toujours vécu avec ça. Et moi, je suis aussi de Lorient, je suis né ici. La Bretagne, c'est quelque chose qui est important pour moi et pour ma famille. Mais j'ai été élevé un peu coupé de cette culture-là. Elle était présente, mais je m'y intéressais pas trop. J'ai commencé à m'y intéresser, j'avais la trentaine. Et T'as pas beaucoup plus. alors, j'ai pas beaucoup plus, mais un petit peu quand même. Et donc, il y avait juste quelques petites choses. Je vous raconte juste l'anecdote, mais mon arrière-grand-père, dans les intersignes, donc les signes qui annoncent la mort, il y a le fait d'entendre un bruit très violent et que dans un groupe, il y a une personne qui n'entend pas, c'est la personne qui va mourir. Et donc la légende familiale raconte que le vaisselier s'est tombé dans la cuisine de mes arrière-grands-parents et que toute la tablée s'est précipitée pour savoir ce qui se passait et que lui n'a rien entendu et qu'il est mort 15 jours après. Et donc ça, c'est un truc que j'ai entendu étant enfant, voilà. Mais donc je suis un peu quand même connecté à ce truc-là. Mais moi, ça m'intéressait pas. Je voulais faire du rock et lire du Kerouac, bon, qui est breton d'origine, mais voilà, j'étais plutôt intéressé par ça. Et c'est venu après, quand on m'a commandé le premier livre que j'ai fait sur le sujet, donc celui-là, Conte traditionnel de Bretagne. C'est Florent Patron de Locus Solus qui m'a demandé d'écrire une douzaine de légendes, donc en reprenant les textes qui ont été collectés au 19e, au 20e siècle sur le sujet, et puis d'en faire une écriture adaptée, on va dire, pour un jeune public, et qui soit aussi un petit peu plus moderne et plus accessible, quoi. Et c'est comme ça que j'ai découvert le truc et que j'ai commencé à m'y intéresser, et puis maintenant ça occupe quasiment toute ma vie, il n'y a pas un jour où j'y réfléchis pas, où je me cultive pas là-dessus. En ce moment je travaille sur Arthur beaucoup, on en parlait juste avant. Mais bon, je débute, c'est-à-dire qu'il y a tout à découvrir. Et c'est marrant de savoir que cette culture-là, comme tu dis, elle est là, mais il faut quand même aller la chercher. Elle ne vient pas à nous spontanément. Et comme elle baigne un petit peu dans notre inconscient, on sait tout ce que c'est qu'Arthur, puis on a vu Kaamelott et tout ça, donc on a quand même des petites connaissances sur le sujet. Mais dès qu'on s'y intéresse, on se rend compte que c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air comme ça, beaucoup plus profond aussi. En particulier la légende arthurienne, où c'est aussi riche que la mythologie grecque, quoi. Il n'y a pas photo. Je sais pas si Félix a quelque chose à rajouter. Bah moi, on va dire que mon rapport aux mythes et légendes il est un peu différent, parce que j'ai pas une grosse attache on va dire, aux mythes et légendes celtiques en particulier. C'est-à-dire que j'aime beaucoup la mythologie en général à travers le monde. Depuis tout petit, je m'intéresse à toutes les légendes de partout. J'adorais avoir les types en mode bestiaire ou encyclopédie de créatures magiques qui viennent des quatre coins du monde, quoi. Et ce que j'aime bien, moi, c'est particulièrement les histoires qui mélangent, en fait, toutes ces mythologies qui étaient séparées de base. Parce que finalement, en plus, elles se ressemblent beaucoup. Généralement, par exemple, le fait qu'on retrouve des créatures similaires aux dragons partout, même s'ils sont très différents, les versions des pays selon les folklores, il y a quand même toujours des archétypes, on va dire, qui reviennent, que ce soit des sortes de chevaliers, donc comme j'ai dit, des dragons, il y a toujours des types de vampires aussi, étonnamment, qui se ressemblent beaucoup, mais qui sont... il y a un livre d'ailleurs là-dessus, j'ai vu, quand je explorais le salon, mais qui se ressemblent beaucoup et qui sont nés à travers le monde. Et je trouve ça très intéressant, ça. Et moi, j'aime bien le fait de... Je pense que c'est ça qui est le côté... pour pas qu'ils tombent dans des études. Je pense que c'est pas possible que les mythes et légendes tombent dans des études, mais surtout si on les utilise de manière plus moderne, c'est-à-dire pour moi en les remaniant évidemment, en les adaptant soit à un contexte plus moderne, ou en faisant sa propre version, mais aussi en les mélangeant, en les faisant se rencontrer. Et c'est ça qui me passionne particulièrement, notamment c'est ce que on a fait avec Anis, du coup, mon co-auteur. Mais c'est vrai que c'est ça, type d'histoire qui me passionne le plus, et j'adore découvrir des nouveaux mythes ou des nouvelles légendes. Parce que je trouve que c'est vrai que, par exemple, la mythologie grecque, elle est très très utilisée. Donc tout le monde connaît Zeus, Méduse, Minotaure. Mais il y a plein de dieux ou de monstres très mineurs qui sont très intéressants et qui sont peu utilisés. Ou par exemple, et j'aime bien les histoires qui permettent de découvrir ça, qui vont vraiment aussi à fond, par exemple, dans une mythologie, et qui se contentent pas de juste prendre les éléments les plus connus. Donc se réapproprier le mythe finalement. Ouais, moi je trouve que c'est important parce que les mythes, après tout, quand ils ont été créés, ils avaient plusieurs versions. Souvent, on ne sait pas quelle est la version originale d'une légende. Des fois, il y a des... Je vais prendre l'exemple de Méduse. On la voit tous comme une sorte de femme avec des cheveux en serpent qui transforme en pierre. Mais il y a une version encore plus ancienne où c'était une déesse de l'eau avec des ailes, par exemple, qui transformait aussi les gens en pierre. Mais il y a il y a des versions des fois encore plus anciennes des mythes qui sont moins connues. Donc c'est même pas la version originale, entre guillemets, parce que ça se trouve, c'est même pas l'original qu'on respecte. Donc je pense que
c'est le principe et l'intérêt de ces mythes et légendes de se les approprier et d'en faire ce qu'on veut, puisque de toute façon, ils sont très ambigus et il y a de multiples versions. C'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est le fait que si on voit plusieurs histoires de plusieurs auteurs, une même créature va être complètement différente et utilisée de manière différente. Et ça, je trouve ça vraiment passionnant. C'est sûr que les mythes ont cette particularité qu'ils appartiennent à tout le monde, il n'y a pas de droit d'auteur là-dessus, tout le monde peut les utiliser, et on peut leur faire dire un peu ce qu'on veut, ils sont toujours très malléables. Alors si je reviens à Arthur comme ça, parce que voilà, c'est un peu mon dada en ce moment, il y a des groupuscules d'extrême droite qui voient dans Arthur une espèce de truc très masculiniste qui valorise la virilité, etc. Et vous avez Zimmer Bradley qui va faire tout l'inverse en disant que le mythe arthurien, non, c'est la place de la femme, c'est déjà un récit féministe, etc. Vous en avez qui vont dire que Merlin, c'est l'inventeur de l'écologie, et puis d'autres qui vont raconter que c'est la glorification de l'aristocratie, et d'autres encore, parce qu'il y a des communistes au début du XXe qui disaient que la table ronde c'est un endroit égalitaire, etc. Donc tout le monde peut tirer le truc à soi et en faire un peu ce qu'il veut. Et c'est ça qui est à la fois, enfin, c'est ça qui est formidable en fait là-dedans. Et ce qu'on peut moins faire sans doute avec les mythes grecs, parce que les tragédies sont déjà beaucoup plus narrées quelque part. La conclusion, la signification, elle est déjà présente dans l'œuvre. Telle qu'elle nous apparaît quand on voit, je sais pas, Oedipe, il n'y a pas 36 milliards d'interprétations possibles. Alors que par contre, ce que c'est qu'un chevalier, ou ce que c'est qu'une fée, ou ce que c'est qu'un monstre, ça laisse place à l'imagination beaucoup plus facilement. On peut l'interpréter, se l'approprier plus facilement, quoi. Je ne suis pas trop d'accord avec toi sur ce point, mais Édipe, en fait, c'est un archétype social. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Freud? Il a créé l'histoire de l'Édipe. Et est-ce que Édipe existait avant Freud, ou est-ce que finalement l'Édipe existait avant Édipe? Donc, c'est le problème des mythes et des légendes. Et pour moi, c'est ça qui est important dans votre secteur à vous. Donc, vous vous intéressez à la littérature, aux livres. Et donc, il faut des garants du temple en premier. Et moi, je fais un peu partie de cela parce que j'ai la chance d'être en lien avec l'histoire, en particulier arthurienne, la matière de Bretagne, plutôt que le mythe arthurien. Et donc, moi, j'essaye de dire aux gens, voilà la vérité, voilà la réalité, pour que, justement, toi, tu puisses mélanger, mais il y a quelqu'un qui donne une espèce de version sur laquelle on peut néanmoins s'appuyer. Et ça, c'est important dans les mythes et les légendes. Donc, je peux vous dire que ça disparaît absolument pas. Et le cas de Freud qui se sert de l'Édipe pour définir un statut psychologique ou psychanalytique, c'est pas un hasard, c'est bien parce que le mythe s'intègre et il est intégré au plus profond du subconscient, de l'inconscient, etc. Donc moi je suis là pour que le prochain Freud puisse bosser. Une fois qu'on a fait ce boulot-là, c'est à quoi ça sert? Parce que c'est bien beau, tous ces bazars de Pascal Lamour, là, avec ses histoires d'Arthur et tout, et ces vieux médocs à 3 balles. Mais à quoi ça sert? Et c'est ça qui est important pour vous, c'est que, et là je te rejoins complètement, et moi aussi, quand j'écris mes histoires, en fait, je me sers du mythe et de la légende. Sauf que je ne regarde pas le mythe et la légende, et je la dissèque pas pour en faire une histoire, ou un roman ou je ne sais quoi, c'est que je la laisse se mélanger avec tous les backgrounds que j'ai dans ma tête. Et ça fait du bazar là-dedans, comme tu dis, donc ça amène des légendes peut-être de partout, mais en tout cas, ça crée un univers. Et je pense qu'un bon auteur, un bon éditeur, un bon raconteur, ce sont des gens qui, avec cet univers, sont capables de combler les lacunes d'un monde en recherche. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'il veut un acheteur? Il veut un roman avec une histoire. Et il ne veut pas la même histoire que tout le monde, mais il l'aura quand même parce que c'est un mythe. Et moi, je pense que c'est très intéressant. Et j'ai réfléchi à ça avec des gars, là, une fois. Moi, je suis producteur de disques par ailleurs aussi, et j'ai un label de musique. Et donc, j'avais travaillé sur les disques des frères Morvan. Je ne sais pas si vous connaissez les frères Morvan en Bretagne. Ce sont des gens très connus, des anciens, très très anciens maintenant. Et puis j'ai participé à rénover toutes les bandes de la famille, et puis à vendre les disques, et puis on a bien marché, et puis et un jour on va les voir. Ah, il dira Pascal, c'est bien hein, ton travail là, on est drôlement content hein, ce que tu as fait là. Puis tu as vu, il fait immensément beau aujourd'hui. Hein. Alors tu sais, nous, on va aller au festival des vieilles charrues, là. Tu vas venir avec nous, hein, parce que nous, on va pas savoir quoi dire hein, non plus. Hein. Tous ces journalistes là, je vais avec eux. Et là, on arrive. Et donc, c'était le mec de Libé, le journaliste de Libé.
Et le journaliste de Libé, il arrive, et c'est là qu'on voit la force du mythe et de la légende. Il arrive et il dit vous allez passer avant Manu Chao. Donc ça, c'est la légende. Il est légendaire, Manu Chao. Et les gars du mythe, ils répondent celui-ci ne nous dérange pas. Alors, les vieux, là, hop, il dit Pascal, c'est bien qu'on a dit. Oui, c'est bien. Donc, forcément, ça déstabilise le journaliste parigot à 3 balles de Libé qui n'a jamais entendu un mot de breton, quoi. Et il fait son malin. Et les frères Morvan, ils ont tous la même chemise, à carreaux. Alors, le journaliste de Libé est sûr de lui. Pascal, t'as vu, on se débrouille bien quand même, hein, on va s'en sortir ici. Hein. Oh là là là. Et alors, le journaliste, il dit mais vous avez une marque commerciale, vous avez la même chemise, à carreaux, tous les 3. Puis là, t'as Yvon qui me regarde. Pascal, mais il dit n'importe quoi, celui-ci. On n'a pas la même chemise, on a chacun la nôtre. Et là, finalement, on se dit, c'est là c'est rigolo, mais ça explique la confrontation des mondes et des gens qui ont un univers comme ça et qui sont capables, en 3 mots, de vous résumer une espèce de chemin et vous montrer la débilité du vôtre au passage, quand même. Parce que c'est ça qui est intéressant. Et moi, je vis ça tous les jours avec ce pays dans lequel on est. On pourrait le vivre aussi sans doute avec les légendes grecques et tout. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est la mise en perspective. Et après, quand vous mettez ça dans une histoire, le mec qui est à l'autre bout, qui lit son truc, on n'a pas la même chemise, on a chacun la nôtre. Et déjà, vous avez raconté l'histoire. Ça, c'est à ça que ça sert, pour moi. Pour moi, en tout cas, enfin, dans mon métier d'éditeur, j'ai remarqué que quand il y a un mouvement culturel de fond, ça commence rarement par le livre, tout simplement, parce que c'est un sucre lent, je le dis souvent. Donc ça commence plus souvent par la peinture, ça commence par la musique. Donc à un moment, je trouvais intéressant de repérer dans les gens qui faisaient du rock, effectivement. Moi, j'ai eu 20 ans à l'époque du punk, donc je me disais, tiens, il y a peut-être des gens à récupérer. Voilà. Et c'est de suivre comme ça, tout doucement, les nouvelles tendances culturelles et se dire, tiens, un jour, ces gens-là, ils vont se mettre à écrire. Hein, il y a des gens qui ont commencé par faire des graffitis sur les murs, et puis ensuite, les graffitis, on les a trouvés sur des tableaux, etc. Et puis, finalement, c'est ton parcours, toi. Toi, tu as un surnom qui est, je peux le dire, oui, bien sûr, l'électro-chaman. Si aujourd'hui il y a un groupe breton qui est présent à l'Eurovision, c'est parce que Pascal Lamour existe. Si Stivell a fait de l'électro, c'est parce que Pascal Lamour lui a expliqué comment faire. Voilà. Donc il y a des gens comme ça qui sont des passeurs, qui ont un peu d'avance. Et je me suis toujours dit. Et là, je me suis toujours dit, parce que je l'ai connu d'abord en tant que musicien, Pascal Lamour, lui, il va mal finir, il va finir écrivain, quoi. Voilà. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Il n'a plus le temps de faire de la musique. Tu es un peu responsable de ça aussi. Et voilà, c'est important. C'est des gens qui viennent d'autres univers, qui ont un regard un peu plus neuf, effectivement, et qui se disent on ne va pas forcément faire exactement ce qu'on va faire les autres. On va surtout faire ce qu'on a envie de faire. Et là, tout d'un coup, on se dit tiens, je tiens peut-être quelque chose. Si je peux me permettre de poser une question. Ah oui. Dans ce que tu disais, où tu disais qu'on avait du retard, toi tu disais qu'on avait de l'avance, et effectivement, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que dans la matière première, en fait, c'est même pas le même discours, parce que je pense que là où on a du retard, effectivement, peut-être, c'est dans l'exécution ou dans la façon dont on va montrer au public, extérioriser en fait toutes ces idées qui viennent de l'univers. Moi, je prends mon exemple où voilà, toutes les légendes bretonnes et tout ça, je les ai un peu digérées, entourées de livres, et puis des gens sur la mort, parce qu'en Bretagne, ce que je trouve assez extraordinaire, c'est qu'il y a beaucoup de choses sur la mort, ils ont une vision de la mort qui est assez incroyable, mais peut-être que là où, peut-être dans d'autres pays comme aux États-Unis ou en Angleterre, ou je sais pas, comme ils ont une influence sur le monde entier, ils arrivent vachement bien, même il y a des légendes en fait qui ont été adaptées sur des films hollywoodiens, qui sont des légendes en fait de base, on peut retrouver énormément de similitudes avec des légendes bretonnes, même des légendes arthuriennes, des choses comme ça. Peut-être que c'est dans l'exécution, hein, parce que je sais que, et tu parlais de graffiti, de peinture, mais peut-être qu'en fait on y arrive mieux par cette idée-là, peut-être parce qu'on est tout seul à un moment donné. C'est-à-dire qu'en fait à un moment donné, on n'a pas besoin ni de l'aval d'un éditeur, ni de l'aval d'un producteur pour le cinéma, parce que moi j'ai fait une étude de cinéma d'animation, là je suis en train de faire de la BD parce que
j'ai presque pas envie de me retrouver avec d'autres gens pour développer des univers précis, compliqués, ou je sais pas. Et j'ai l'impression que c'est compliqué en France aujourd'hui de proposer des univers vraiment. Je discutais avec un mec qui fait de la BD aujourd'hui, il me disait fais gaffe, construis bien ton truc parce que on est frileux, les éditeurs sont frileux de plus en plus. Alors, je ne voudrais pas parler à la place, parce que moi je sais pas comment ça se passe vraiment ce niveau-là, je me lance dans la BD maintenant, mais parce que j'ai envie de maîtriser mon sujet tout seul, de construire cet univers-là tout seul, parce que j'ai l'impression que c'est très compliqué, encore plus en animation, où on va être avec des équipes vraiment grandes et puis des budgets bien supérieurs en fait. Que ce soit de la stop motion, de la 2D, de la 3D, c'est des énormes budgets, donc on est encore plus frileux. Est-ce qu'en France, aujourd'hui, c'est vraiment compliqué, malgré le fait que malheureusement, on ait toutes ces histoires-là qui datent des siècles, qui sont hyper intéressantes, qui sont foisonnantes, on a plein de choses à raconter, on a des paysages incroyables, et pourtant, il y a d'autres pays qui les exploitent mieux que nous. Ouais. J'ai l'impression que c'est très compliqué. C'est un problème qui est pas uniquement français, mais quand même, bon, il ne faut pas le répéter, les éditeurs sont nuls, quoi, c'est tout. Voilà. Et je me mets dedans. Pourquoi il y a ce phénomène d'auto-édition? Je disais un article dans le livre hebdo, les gens de la profession sont aperçus qu'il y a une femme qui s'appelle Mélanie D'Acosta, dit elle a vendu 700 000 exemplaires en 2021, personne ne l'avait remarqué. Ouais, mais alors, vous faites quel boulot? C'est ça. Donc, effectivement, et ça nous pend au nez, effectivement. Autrefois, l'éditeur, il était le roi. Aujourd'hui, ben, il a l'auteur qui commence, il ne faut pas que je le dise, parce que je suis entouré d'auteurs, ils vont me demander des augmentations en pourcentage, mais on a des comptes à rendre, effectivement. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se disent, bah, après tout, il y a plein d'auteurs très connus aujourd'hui qui se sont lancés en auto-édition sur Amazon, le grand méchant. C'est ça le paradoxe. Alors à quoi on sert, nous? Et si on n'est pas capable d'aider ces gens-là, effectivement, alors on peut les manifester contre les grands méchants américains, moi je veux bien, mais il y a des gens qui se disent, et c'est ça qui est intéressant, l'auto-édition aujourd'hui, enfin, plus exactement, je fais la différence entre des gens qui démarrent et qui choisissent l'auto-édition, et des écrivains très connus qui choisissent de s'éditer eux-mêmes. C'est pas tout à fait la même chose. Ils créent en fait leur maison d'édition, comme Albert René pour Astérix, etc. Mais c'est un phénomène intéressant. Donc, on est là, on avait notre petit monopole, et puis il y a des gens qui disent « Ok, vous voulez pas nous suivre, eh ben, ciao, on se débrouille tout seul ». Donc c'est ce qui nous pend au nez si on n'est pas capable d'être un peu plus à l'écoute des mouvements culturels en général, quoi. Voilà, c'est simplement avoir la longue vue, on se met en haut du phare et puis on regarde ce qui se passe. Moi, je suis moyennement d'accord avec ça. Et je suis d'accord en même temps, mais je suis moyennement d'accord. Première chose, par rapport à la mort en Bretagne, un élément qui est très intéressant, c'est la vision de Lucain au 1er siècle avant Jésus-Christ, qui dit « Vous les druides, vous croyez que la mort n'est que le milieu d'une longue vie ». Et je pense que cette phrase de Lucain, donc qui est un observateur latin des druides de l'époque de l'Antiquité, a résumé tout à fait la pensée en Bretagne par rapport à la mort. La mort n'est que le milieu d'une longue vie. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, un auto-éditeur est un éditeur. Donc, il y a des gens qui s'éditent très bien tout seuls et ça reste des éditeurs. Je prends moi l'exemple pour ma musique. Tout le monde m'a pris pour un cinglé parce que je faisais de l'électro et on disait le pharmacien, il a fumé de la moquette. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, bah, je vous emmerde. Un studio, j'ai regardé comment ça marchait les boutons. J'ai dit, je suis capable de faire 3 bons ordis, 2 tables numériques, comment une vidéo, machin. Voilà, avec 15 000 francs à l'époque, 10 000 euros ou 15 000 euros, on monte son studio, on a produit une centaine d'artistes, on a vendu nos disques dans le monde entier et on est sur toutes les plateformes du monde. Donc le problème, moi, grosse majeure, je m'en fous. Il y a bien longtemps qu'on a trouvé des marchés. Et on a joué avec Jean-Pierre Pichard, on a joué sur les stades, on a joué à Bercy, on a joué aux États-Unis, au Brésil, où mon fils est resté avec une Brésilienne, enfin j'en sais rien. Tu as fait rentrer les Suisses en transe. J'ai fait rentrer les Suisses en transe parce qu'on leur a prouvé qu'on pouvait arrêter la pluie pour faire un concert à Berne. Et puis il y avait, je sais pas, 30 000 personnes, on n'a jamais vendu autant de disques. Voilà, j'ai joué devant des scènes de 50, des scènes de 100 000, j'ai fait tout. Mais tout ça avec mon petit bordel de auto, on disait les labels, les petits labels. Donc ça marche. Et dernière chose, là je vais répondre directement à ta question, parce qu'elle rejoint ce que j'ai dit avant, c'est qu'on est dans une putain de merde, nous, parce qu'on manque de confiance. On n'est que là, c'est-à-dire qu'on a la matière. Je rappelle qu'elle n'est pas anglo-saxonne, il y en a ras-le-bol. Avec leur bordel, là, non mais sans déconner, ils foutent de l'anglais partout et c'est tout à eux. Mais non,
C'est pas ça, c'est du révisionnisme intellectuel. Donc il faut arrêter ça. Et après, ils intègrent un système de scénarisation de tout dans le même sens. C'est-à-dire que ça les intéresse, parce que Disney, du coup, il s'emmerde pas, il fait 50 scénarios identiques, et puis après, il met des moyens, etc. C'est mort, ça. On est à la fin de ça. Sauf que nous, les Bretons en particulier, mais le pays qui nous sépare de la Belgique aussi, qui s'appelle la France, ils ont la même merde aussi, c'est qu'ils n'ont pas confiance. Pourquoi ? Parce qu'on pense que c'est les anglo-saxons qui ont tout inventé. Qu'est-ce qu'elle a fait J.K. Rowling, quand elle a fait son Harry Potter, qu'est-ce qu'elle a fait? Mais elle a pillé carrément. Je veux dire, vous lisez ça, vous lisez elle a pillé, c'est tout. Sauf comme elle est anglaise et que ils ont la différence avec nous, et j'ai dit ça souvent à Thierry, c'est que en musique, on a des managers, on a des gars qui se démerdent pour nous parce qu'on peut pas être partout. Dans le livre, on n'a pas ça. C'est là qu'il est le problème. C'est juste qu'à un moment donné, on n'a pas mis la structure en place. Les Américains, vous savez bien comment ils font. C'est qu'il y a le petit qui est en bas qui regarde celui du milieu, qui regarde celui qui est en haut. Ça s'appelle N+1, N+2, N+3. Tout le monde fait sa gueule. Ça marche comme ça. Et c'est ce qu'on nous impose. Mais il faut qu'on sorte de ça. Nous, on a les moyens de faire ça. On a la littérature. On a les légendes. On a le pognon. On a l'esprit. On a les plateformes à notre disposition. Ça s'appelle tout connement. Instagram, TikTok, j'en sais rien. On peut faire toute notre promo là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on fout ? On a les outils, ça coûte rien. On peut aujourd'hui faire facilement un bouquin, ça coûte rien, même en le faisant soi-même à la maison, en tirant sur son imprimante, en collant les bazars, et puis en faisant sa promo sur Insta. Vous pouvez en vendre 500, 1000, 2000, 3000, 4000. Moi, je vends par an, je peux vous dire, sur mon propre site internet, je vends pour 40 ou 50 000 euros de bouquin, à moi tout seul. Et ça m'emmerde, parce que quand je mets le bouquin dans une enveloppe, il faut mettre l'enveloppe, le bouquin, la dédicace et le timbre. Donc vous voyez le bordel que ça me fait. Donc moi j'en ai marre de ça. Enfin, il y a des magasins pour vendre les livres, c'est pas notre boulot. Donc on a les légendes, je suis d'accord avec toi. On est dans la culpabilité. On est emmerdé parce qu'on n'est pas capable de dire aux Américains, ben voilà, nous, on est français peut-être, mais on est capable de faire. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va tous parler anglais à la fin. Pourquoi on ne fait pas des bouquins en anglais alors? Parce que moi, je me pose la question. Je dis, si c'est comme ça, bah, faisons des bouquins en français chez nous, faisons les traduire, et puis l'amour, on met Love à la place, Pascal Love, ça marche. Et puis on sort des bouquins de Pascal Love en anglais, et on me met une adresse à Washington, on n'en parle plus. Et c'est surtout ce que je veux pas. Je veux surtout pas qu'on m'appelle Pascal Love, parce que malheureusement, les anglo-saxons, c'est comme ça qu'ils m'appellent, les couillons. Oui, ça m'énerve. Donc, je m'appelle l'amour, c'est tout. Et donc, du coup, on a cette culpabilisation, et elle est en train de monter en puissance, parce que l'enseignement participe à ça. Parce que l'enseignant, lui aussi, il est culpabilisé. Pourquoi? Parce qu'il reçoit une histoire formatée, qui est politisée en plus de plus en plus, et qui fait que, finalement, ce tout petit pays français qui déjà a du mal à exister parce qu'il culpabilise, en plus, il centralise, comme un con. C'est-à-dire qu'on dit à Macron, mais bordel, il y a des légendes, il y a des langues, il y a tout ça, et toi, tu dis, il n'y a qu'une seule langue, c'est le français. Mais mon gars, mais si tu veux te sauver là par rapport aux Américains, aux Anglais ou aux Allemands qui ont tout compris, parce qu'eux, ils ont dit, il n'y a qu'à faire une fédération, sinon on ne va pas s'en sortir. Voilà, c'est là qu'il est le problème. C'est la culpabilisation. Vous manquez de confiance. Nous manquons de confiance. Moi, je peux vous dire, quand je fais une conférence à des Suisses sur mon bordel, ils achètent tous le bouquin, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que je ne vais pas par quatre chemins, je ne vais pas dire peut-être que, je ne sais pas si ça, je ne sais pas si ça. Je prends mon ordinateur, je mets Zoom, je fais mes formations, ça dure 4 heures, et je prends au passage les thunes à l'heure. Non, mais franchement, tu as des outils à ta disposition. Je pense que si tu n'avais pas, tu dis que tu es proche des milieux de la pharmacie, enfin de la médecine, je peux dire, est-ce que tu penses que si tu n'avais pas ça, ou si tu n'avais pas aussi ce public-là, ça aurait aussi bien marché ou pas? Ce public-là, je vais te dire, il ne m'achète rien. Ce qui est important, c'est qu'on se dit, oh, il doit être sérieux, il est pharmacien. C'est tout, c'est le seul truc. C'est que ça, mon public, il n'y a pas de pharmacien, tu connais mon public. Mon public, c'est quoi? C'est qui? Ce sont des gens de 18, ce sont des femmes d'abord, en priorité, de 18 à 40 ans en gros, qui s'intéressent à l'heroic fantasy, à Brocéliande, le mythe arthurien, les plans. Donc tout public. Dans mes conférences, il y a des gens de 20 ans, des gens de 60 ans. Moi, je leur explique pas la vie, ils savent la vie mieux que moi. Je leur dis juste, ben voilà, je suis un gars qui a 2-3 trucs qu'on m'a donnés, je vous les transmets. Mais j'ai confiance dans mon bordel. Parce que quand je viens et qu'on me parle en français, je dis, moi déjà, je parle pas ma langue maternelle, moi je parle la langue de l'occupant déjà, pour commencer. Donc, vous voyez, moi, j'ai pas peur. Je m'en fous, moi, qu'est-ce qu'on a à foutre?
On n'a rien à perdre, de toute façon, on est des ploucs à la base. Mais une fois que tu as intégré ça et que tu défends ton truc, et je rejoins ce que tu dis, c'est que après on peut créer, on peut faire plein de choses, mais faut la confiance. C'est ça le truc. Ben, je pense que les jeunes auteurs, ils manquent pas de confiance. Parce que si je regarde ce que fait Justine, Justine, un jour, il y a un libraire, on avait sorti le premier tome, il me dit, j'ai essayé de lui parler, voilà, elle revisite le mythe celte, et il me regarde, il me dit, oh, c'est un Man in Black celte. Voilà. Tout est dit. Avec Anis et Félix, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils abordent les mythologies dites classiques, entre guillemets, ou le monde du manga et des jeux vidéo, ils mixent tout ça, et très bien, et ils se disent pas, il y a une culture officielle, il y a une culture qui ne l'est pas, sans complexe, ils prennent à chaque fois ce qui les intéresse dans chacun de ces domaines. Donc, c'est culotté, c'est ça qui nous intéresse, nous, tout simplement. Moi, je suis totalement d'accord et je suis désolé. Une fois, il est d'accord avec moi. Je suis d'accord avec toi. Ta question était juste autre. En fait, elle rejoint à la fois cette confiance que nous avons et la non-confiance que nous n'avons pas dans la diffusion du produit. Parce que c'est bien là qu'est le problème. On a le savoir-faire, moi je suis totalement d'accord, mais c'est même plus que ça, c'est trop génial, juste. Mais pourquoi, si c'est trop génial, on n'arrive pas à le diffuser? C'est bien qu'on a un problème, parce que qu'est-ce qu'on fout? Non, mais c'est vachement bien ce que fait Justine, c'est génial. C'est juste pourquoi ça ne vend pas 15 000, 20 000, 50 000, 100 000. C'est là qu'est le problème. Et on a peur, parce que voilà, les gens ont peur d'aller vendre leurs produits, parce qu'on va considérer que ce sont des gens qui sont, comme on dit, attirés par l'argent. Mais la réponse est simple, c'est que qui va aller acheter ton pain? Tu vas pas aller acheter ton pain avec ton bouquin. On va te dire, bah non, moi je veux de la monnaie. Bah oui, mais bon, il faut que je vende mes bouquins alors pour acheter du pain. Non, mais c'est con, mais c'est pas nous qui avons inventé le commerce. Donc il faut y aller, quoi. Non, mais sans déconner. Vous dépendez du commerce. C'est encore un autre. Mais il y a quand même beaucoup de similitudes entre le livre et le film d'animation. Je vais avoir plus d'exemples là-dessus du coup. Mais moi, tout le temps où j'étais là-bas, où je vais dessiner. J'ai passé du temps à dessiner des personnages fantastiques ou des choses comme ça. Le discours, c'était école à Paris, c'est chouette, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Pourquoi? Parce que en fait, en France, on est habitué, ça change quand même, puis je vais pas paraître pour un vieux con à 4 ans, mais il y en a quand même, mine de rien. C'est notre boulot à nous, ça. Encore aujourd'hui, moi, je suis pas mal le jeu vidéo, j'adore ça, j'aimerais beaucoup faire vivre des univers comme ça aussi dans le jeu vidéo, parce que je trouve ça hyper intéressant. Il y a beaucoup de gens en France et beaucoup en Bretagne, mine de rien. Comme quoi, je pense que quand tu nais dans un endroit, les gens et tout, c'est hyper important pour le développement de l'univers, de l'imaginaire par la suite. Il y a beaucoup des gens qui font des écoles, qui partent dans des boîtes aux États-Unis, en Angleterre, au Japon beaucoup aussi. Et je pense au Japon, c'est intéressant parce que peut-être que là, ils ont réussi plus que nous à ce niveau-là, parce qu'ils ont réussi à garder leur folklore, leur imaginaire et à se faire confiance, comme tu dis, et à le diffuser dans le monde entier. Et eux, ils font pas les choses pour les autres, ça marche pour les autres tant mieux, mais ils le font pour eux à la base. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et alors pourquoi nous, à un moment donné, on arrive, on a de l'imagination, on a envie de faire des choses. L'imagination, c'est peut-être même un grand mot, mais enfin, on arrive à créer des personnages, c'est déjà pas mal, à dessiner, à se faire plaisir avec ce qu'on fait. Et on dit, ouais, mais tu vas pas trouver du boulot avec ça en fait, parce que ton but à toi, ça va être de travailler là. Mais alors, c'est là que tu mets l'accent. C'est exactement là que tu mets l'accent. C'est ça qu'il faut pas écouter. T'as raison. C'est comme moi quand on était gamin, on dit, tu vas apprendre le breton, mais qu'est-ce que tu vas foutre avec ça? On me disait ça. Or, moi, j'arrête pas de bosser avec ça. Bon, comme je bosse avec le latin ou le grec, je veux dire, ça me sert autant. Il faut casser les codes. Les gens qui me connaissent le savent. Quand on me demande pourquoi vous éditez en breton, les gens s'attendent à se dire, je vais accompagner le breton au cimetière, là, je suis dans le cortège et tout. Non, je réponds à chaque fois la même chose. Pourquoi j'édite en breton? Pour gagner de l'argent. Bah oui, comme avec les autres langues, effectivement. Et d'ailleurs, c'est très rentable. Harry Potter, en breton, ça vend très bien. J'ai d'autres bouquins, voilà. J'ai même des bouquins en gallo qui sont vendus à plusieurs milliers d'exemplaires. Donc, voilà, il faut casser l'image que les gens ont, effectivement. Il faut arrêter de dire que les folklores sont des folklores, que ce sont des mythes. Il y a un travail à faire, mais il faut être un peu nombreux pour ça. Mais moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis parce qu'on a vraiment un manque j'ai envie de dire, de modèle quand on veut se lancer dans quelque chose de créatif et tout ça. Parce que si je pense aux œuvres qui m'ont marqué et à laquelle je veux faire référence, donc ça pour une virgule, je vais penser qu'à des trucs anglophones ou japonais. Et c'est vrai que c'est dommage ça. Et on n'est pas encouragé non plus du tout par notre éducation et notre enseignement
à sortir des clous, à essayer d'être imaginatif et créatif. En tout cas, moi, je peux pas dire que c'était le cas du tout dans l'éducation, pas parentale, mais de l'enseignement, quoi, l'éducation nationale, je parle. Et, Bah déjà ça, ici, c'est un quand on problème. parle d'Alexandre Dumas, un petit sourire, c'est pas vraiment un écrivain, quoi. C'est Ouais, ça juste faut le le romantisme et tout, voilà. Alors quand on parle, moi j'ai fait en 1973, j'ai réussi, j'étais devais être en troisième, à faire un exposé, mais il fallait pas que ça se sache sur la science-fiction auprès de mon prof de français. Et j'ai l'impression qu'on en est toujours là. Alors, quand on parle de la fantaisie, un prof de fac ici, wow. Ben, il y a du... C'est pour ça qu'à chaque fois que vous sortez un thème comme ça, eh ben, c'est enfoncer le clou quand même. Voilà. Alors pour les rassurer, on va leur dire qu'on va parler aussi du mythe arthurien, des mythes grecs, latins, etc. Mais il y a tout. Alors c'est là où Pascal a raison. Effectivement, il y a un fond qui vient d'ici. Mais les Parisiens m'expliquent que C'est pas la un légende fond, arthurienne, c'est le fond. Oui, C'est le. ouais, que c'est Chrétien de Troyes et que ça n'a rien à voir avec les Bretons. Moi, on m'explique ça tous les jours, à chaque fois que je vais à Paris, quoi. C'est extraordinaire. Je dis, mais bien sûr. Bah maintenant, tu sais que c'est Monmouth et ça a été traduit du britannique en latin. En quelle année? Au XIIe siècle, en 1135. 1135, je retiens. C'est bien. l'histoire de la vie, l'histoire de la vie des royaumes de Bretagne et la vie de Merlin. Ce sont les deux premiers bouquins de Geoffroy de Monmouth qui parlent de sa famille de Dol de Bretagne, qui parlent de son clan armoricain et qui explique qu'en fait, il dit j'ai traduit un livre britannique en latin, mais qui m'a été donné par un clerc au Pays de Galles actuel. Et il dit malheureusement j'ai perdu le livre et tout le monde a dit ouais bah voilà connerie. Et ben non en fait on a trouvé donc les traces de ça. Mais je termine ce que tu as dit, c'est très intéressant en fait quand tu dis, et ça rejoint aussi ce que tu dis, quand tu dis on n'a pas de modèle. Mais pourquoi on n'a pas de modèle? C'est parce que tout le monde dit comme toi qu'on n'a pas de modèle. Bah Oui, ouais, je sais mais que c'est un si on cercle continue vicieux, comme ça, forcément. il je est suis plus que d'accord. vicieux, il est circulaire. C'est terrible. Et si on continue comme ça, bah, il n'y aura jamais de modèle, quoi, pour rien. Or, tu parlais de jeux vidéo. La famille Guillemot de Carentoire, comment s'appelle leur boîte Ubisoft. Ubisoft, par exemple. Moi, j'ai connu ces gens-là qui avaient une petite boîte de commandes, je sais pas, d'électronique à Carentoire, qu'ils ont suivi le père, et ils ont monté cette boîte mondiale. Mais voilà, eux, je les connais, ils se sont dit, on n'a rien à foutre de tout ça, et et ils ont réussi. Voilà un modèle, tu vois, c'est pas un modèle dans le livre, mais c'est un modèle économique qui fonctionne. Et ils ont fait les cartes son, les jeux vidéo, les premières cartes son qui étaient MIDI, mais qui étaient grand public, ont été faites par Ubisoft dans le monde entier. Et puis c'est voilà, enfin bref. Et voilà. Si un jour vous voulez comprendre vraiment, je vous dis ça, et après ça va être à notre ami de parler parce que j'ai dit assez. Si vous voulez comment comprendre ça, il y a un mec, le mec qui a créé Mac, comment il s'appelait Steve Jobs. Steve Jobs. Il y a un mec qui s'appelle Steve Jobs qui a écrit un bouquin qui s'appelle La vie de Steve Jobs, je crois, qui s'appelle comme ça. Et en fait, c'est super intéressant pour voir comment les anglo-saxons sont des voyous, parce que quand ils peuvent plus piquer les autres, ils se piquent entre eux. Et lui, il est très bon pour expliquer ça. Et en fait, il explique comment il a réalisé l'iPhone. Et il dit, ben voilà, j'ai imaginé dans la nuit que j'allais mettre un écran hyper résistant et tout. Bon, ben il y a la boîte qui est à côté, j'ai qu'à faire 3 pas, et puis je leur dis, je veux ça. Et la boîte dit, mais non, nous on fait du verre, mais on ne sait pas faire ça. Je vous garantis 1 million d'exemplaires, je veux ça pour dans 3 jours. Et il avait son bordel 3 jours après. Puis après, il se dit... tiens, la technologie m'intéresse, j'ai vu ça chez Atari, j'ai pillé Atari, mais il le dit, mais de toute façon, on s'en fout. Ils ont déposé les brevets, moi je les emmerde, je pille, il faut piller, c'est comme ça qu'on avance. Rank Xerox, même chose. Il dit, c'était intéressant leur truc, le système Windows et tout ça, tous ces trucs-là. C'est Atari au départ, c'est Xerox. Et les mecs, ils ont tout pillé. Et lui, il dit, la réussite, c'est le pillage. Donc le sampling en musique, les droits d'auteur dont on s'en tape, le copyright dont on s'en fout, la SACEM qu'on emmerde, les plateformes qui ne payent pas les droits d'auteur, etc. J'en fais partie. Et je pense que lisez la vie de Steve Jobs et là vous aurez compris pourquoi on n'arrive pas.
deux choses. Il y a la culpabilisation et on ne veut pas rentrer dans la voyouserie gouvernementale des grandes entreprises américaines qui n'hésitent pas à piller les brevets, etc. Donc, nous, on a une forme de déontologie en Europe et on ne va quand même pas se plaindre. Et la deuxième chose, c'est allons-y avec confiance. Je pense que c'est ça et il faut des modèles, tu as raison. Il faut qu'on les trouve, il faut bien qu'on y arrive à un moment, parce que sinon, vous allez rester avec votre savoir-faire génial et puis on ne va pas avancer, quoi. Là, on a les moyens maintenant aussi de diffusion quand même au niveau des plateformes et tout ça. Après, j'ai aussi l'impression que, en tout cas moi, c'est vraiment l'impression que j'ai eue avec mon enseignement, mais qu'on a une obsession du réalisme en France quand même. C'est-à-dire que, si on prend juste mes cours que j'ai fait depuis le début de ma scolarité, la France, c'est des romans réalistes du 19e siècle et quelques autres trucs, vite fait. Et c'est dommage ça quand même. Après, mine de rien, c'est pas vraiment vrai qu'on n'a pas de modèle, parce qu'il y a quand même eu une époque, même si c'est pas de la fantaisie vraiment, mais ça rejoint l'imaginaire, il y a quand même eu, dans les années 70, il y a eu Métal Hurlant qui, pour le coup, a influencé genre, le monde entier. Clairement. Et à cette époque-là, ça a marché. Hein. Donc je sais pas ce qui s'est passé dans ce temps-là. Je sais qu'ils ont commencé au début à imprimer des illustrations, quelques planches de BD en piquant le papier de leur bahut, j'en sais rien. Enfin, ça a commencé un peu à l'arrache comme ça. Mais ça a quand même, il y a Alan Moore qui parle très bien de ça, lui c'est quand même un des grands contes, un des grands écrivains et scénariste de bande dessinée connu. Il parle de Métal Hurlant comme une énorme source d'inspiration pour la contre-culture américaine. Donc c'est bien qu'à un moment donné, même il me semble que des mangas comme Akira se sont aussi inspirés des écrits et des bandes dessinées de Métal Hurlant. Donc c'est bien qu'à un moment donné, ça a marché. Ah, mais il y en a des modèles français, c'est sûr, si on cherche, mais ils sont pas vraiment aussi mis en avant du tout que ceux étrangers, même pour nous. Et je pense que c'est parce qu'il y a une sorte de séparation. C'est-à-dire qu'en France, on n'a pas envie de mettre en avant ces auteurs-là parce que en fait, ils mettent pas non plus en avant ceux qui sont japonais-américains, mais juste nous, on les trouve parce qu'ils sont populaires à l'international. Et du coup, mais ceux qui sont français et qui ont pu faire de la science-fiction, de la fantasy, des BD, etc., c'est vrai qu'il faut vraiment qu'ils soient extrêmement, extrêmement populaires, et encore maintenant, pour qu'on connaisse vraiment. Et sinon, c'est pas du tout ce qui nous est mis en avant, en tout cas. Vraiment, je parle naturellement, quoi, si on cherche pas. Ça reste un peu dommage quand même, je trouve. C'est beaucoup dû au fait que le soft power américain est plus fort que le nôtre, tout simplement. C'est-à-dire que comme ils ont réussi à coloniser tout l'imaginaire lié au cinéma, la littérature fantastique, etc., nous, on est à la ramasse. Moi, je parle de mon point de vue. Je manœuvre beaucoup pour essayer de caser des bouquins dans les milieux d'édition parisiennes. Alors, je fais aussi en Bretagne, mais là, c'est un peu différent. Là, ils sont friands de tout ce qui relève de la matière de Bretagne, justement. Mais à Paris, ça les intéresse pas du tout. C'est-à-dire s'ils veulent de la fantaisie ou du fantastique, en tout cas pour la jeunesse, eh bien, ils vont traduire un bouquin en anglo-saxon, parce qu'ils savent que ça va marcher mieux, qu'il y a plus de chances qu'il y ait un film qui, du coup, propulse les ventes derrière, etc. Et donc, quand on arrive chez un éditeur jeunesse avec une proposition, il faut que ce soit une proposition qui rentre dans les clous de leur ligne éditoriale, qui est toujours réaliste, enfin, le plus souvent, en tout cas. Ça peut être humoristique aussi, ou historique, documentaire. Enfin, voilà, il y a moyen de faire plein de choses. Mais en tout cas, il y a certains secteurs qui sont quasiment inabordables. Et si on arrive avec un projet d'Heroic Fantasy, c'est sûr qu'on nous rionnait, parce que il y a quelques contre-exemples, évidemment, mais ils sont vraiment pas nombreux. Ouais, quand on rencontre un éditeur français qu'on veut céder les droits pour une sortie en poche, par exemple, on fait un contrat en anglais, on signe à Francfort. Alors, on va peut-être être sauvé, ça va vous étonner, par les plateformes Amazon, Netflix et autres, parce qu'elles rôdent actuellement en Europe. Ils ont sorti des séries qui étaient créées par des Espagnols, des Français, des Anglais, et ils sont étonnés, ça marche, ça intéresse les gens. Donc, nous, on a sorti un ouvrage sur la Rouerie, rival de Lafayette. Le type est producteur de cinéma en même temps. C'est un ancien directeur de la fiction sur M6. Il me dit, mais Thierry, c'est incroyable le nombre d'équipes d'Amazon qui sont partout dans Paris, qui sont à la recherche. Alors, peut-être que là, on peut leur dire, écoute, il y a la matière de Bretagne. Ça sera peut-être un moyen. En fait, pour réussir, faut se passer de Paris. Pas se passer de Paris, il faut aller au-delà de Paris, c'est tout. Voilà. C'est lui qui a la réponse, en fait. Depuis le début. C'est lui qui a la réponse. En fait, il y a un texte arthurien qui dit que les Bretons sont toujours en attente du roi Arthur qui revienne de l'île
d'Avalon. Donc Avalon en breton, Aval c'est la pomme, hein, c'est l'île des pommiers qui a été récupérée par le paradis terrestre. Et donc il dit, le texte dit, les Bretons sont en attente du retour d'Arthur qui a été emmené en île d'Avalon par les prêtresses et par Morgane. Et lui, il a Arthur, lui. Il est en train de travailler dessus. Ça y est, là, tout va changer. Tout va changer. C'est ça les légendes, en fait. Il faut y croire dans nos légendes. Il faut se dire, bah, si c'est comme ça, il n'y a qu'à faire. Sinon, oui. Puis les structures narratives qui sont dans toutes ces légendes-là, on les réutilise même quand ça ne parle pas spécifiquement d'Arthur ou de quoi que ce soit. C'est n'importe quelle histoire d'amour, forcément, on a dans notre tête toutes les histoires d'amour qui ont été racontées, que ce soit chez les Grecs ou chez les Bretons, voilà, et qui vont nourrir tout ça. On ne vient pas de rien, quoi. Ça, alors, c'est évident. ce qui est rigolo, c'est... Je fais un nouveau bouquin en ce moment qui m'a été commandé par un gars du pays qui nous sépare de la Belgique, là. Et il voulait un bouquin sur le discours amoureux de la Bretagne. Alors évidemment, j'ai commencé à faire un truc sur Plogoff et tout ça. Ah non, on n'est pas direct. Nous, on veut pas ça, on veut la légende et tout. Et en fait, il va se faire avoir parce que je vais quand même le faire, le bouquin. Mais j'ai remarqué un truc, c'est qu'en fait, les reines trompent toujours leur mec. Donc, non, mais c'est fou. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on a même les tromperies, quoi. Alors, il y a le roi Arthur qui se fait avoir avec Lancelot, qui se tape, comment il s'appelle, Guenièvre, dans son dos. Il y a Morgane, hein, le roi Mar. Il y a le roi Mar qui se fait avoir, enfin, etc. Et en fait, Tristan et Iseux, c'est pareil. Tristan, parce qu'elle est destinée au roi d'Irlande, Iseux, et en fait, Tristan, il la chope. Et tout est comme ça, et je trouve ça génial, parce qu'elle est étonnamment moderne quand même, notre littérature, parce qu'elle a fait naître tout le contexte de l'amour courtois, etc. Courtois à mon œil, ouais, ils se trompent tous là-dedans et tout ça. Et ça hésitait déjà au 10e, 11e et 12e siècle. Et cette matière, non mais elle est incroyable, quoi, je veux dire, on a quand même tout dans nos mains, c'est vrai ce que tu dis. Et les Américains, bah, ils ont qu'à taper là-dedans, et puis après, bah, ils font des trucs mondiaux. Puis nous, on a le truc et on est là comme des cons, merde, on fait rien, mais pourquoi on fait rien, mais pourquoi on n'a pas de modèle, mais pourquoi on se bouge pas, mais hein? Et c'est ça notre problème, on n'y croit pas. Je crois. Non, il y a un manque d'ambition. Là, je reviens aux éditeurs. C'est-à-dire qu'en fait, dans le milieu jeunesse, en tout cas, je parle vraiment que de ce que je connais, l'ambition, c'est pas de faire un carton comme Harry Potter. L'ambition, c'est de faire un livre qui fonctionne moyennement, et voilà. Et donc, ça doit rentrer dans des clous. Ils font un truc qui est bien balisé, dont ils sont sûrs que ça va à peu près marcher. Et ils prennent aucun risque. C'est pas du tout une industrie du prototype, comme peut l'être le cinéma hollywoodien. Enfin, peut-être pas maintenant, mais comme il a été à une époque où voilà, on tente un truc, on va faire Star Wars, ah bien ça marche, ça rapporte du pognon, ben voilà, on a bien fait de tenter ce truc-là. Et le moment de l'édition française n'est pas du tout là-dedans maintenant. On veut juste blinder le truc, c'est sûr, on va en vendre 4000, 5000, on sera bien content, c'est bon, quoi. Et dès qu'on tente un truc qui soit un peu plus risqué, mais qui potentiellement pourrait amener à quelque chose qui cartonne plus, et ben ils ont peur, ils sont frileux. Moi, je sais, ça m'arrive. Je passe beaucoup de mon temps à essayer de vendre des projets. Je dois en écrire 1 sur 10, parce que 9 fois sur 10, on me dit non. Et je vois bien au fur et à mesure que dès que ça sort un petit peu du cadre et que c'est des trucs moins convenus, ça me suffit beaucoup plus compliqué, quoi. En plus, dans le monde de la jeunesse, ce qui est particulier, c'est qu'il faut séduire le lecteur, mais il faut aussi séduire les prescripteurs. Et donc il faut séduire le documentaliste, la grand-mère qui va acheter le bouquin, la bibliothécaire, parce que ça représente beaucoup des ventes qui vont se faire. Et du coup, il faut d'abord séduire des adultes avant de séduire l'adolescent ou le gamin qui va lire le livre. Et des fois, l'éditeur préfère sortir un truc qui va plaire au prescripteur plus qu'au lecteur. Donc, je suis persuadé qu'il y a plein de livres qui sortent, qui vont être achetés, qu'on va trouver dans les CDI, dans les bibliothèques, etc., mais qui en fait vont être très peu lus par derrière. Mais il y a peut-être aussi, on parlait de réadaptation, je sais qu'il y a beaucoup de producteurs, donc c'est un peu un serpent qui se mord la queue aussi, parce que à un moment donné, j'ai travaillé dans une maison de production qui réadaptait Ariol, donc les bandes dessinées Ariol en dessin animé, et en fait, tu as beaucoup ce discours-là de dire, bon, on tente une nouvelle chose en film d'animation, mais en fait, c'est parce que ça a déjà marché en BD avant. Et je sais qu'il y a beaucoup ce système d'être rassuré par le fait que ça ait marché dans un autre format avant, du coup, on va le faire. Peut-être qu'en France aussi, on a un peu ce problème-là, entre guillemets, ou peut-être là où des bandes dessinées, des livres, des romans de langue anglaise vont être facilement adaptables avec des énormes moyens
par les Américains après par Hollywood. Je sais que par exemple Enki Bilal avait fait adapter en film sa trilogie Nicopole, c'était un énorme flop, et puis la 3D c'était pas la folie, c'était quand même C'est le moins qu'on puisse dire. Alors ta BD est géniale, il y a énormément de gros succès chez les éditions Soleil, qui reprennent beaucoup les légendes, des choses comme ça, il y a quand même des succès notables, jamais eu d'adaptation à ma connaissance. Peut-être qu'il y a cette peur aussi de se dire si on veut faire quelque chose d'assez... Parce que Harry Potter, peut-être, j'en sais rien, je suis pas assez spécialiste, peut-être que les livres ont remarché aussi beaucoup parce que les films ont cartonné, donc il y a eu un espèce de chacun se rend service. Peut-être qu'en France, on se dit juste simplement que s'il y a une BD qui marche pas mal, pour lui redonner un élan tout d'un coup, on va vouloir l'adapter au cinéma, et en fait, on n'a peut-être pas ces moyens-là aussi de faire des adaptations qui touchent un plus large public, parce qu'il y a peut-être plus de consommateurs de films que de livres. Oui, puis le marché français est plus restreint. Ouais. Quand Luc Besson fait Valérian... Il y a plus de consommateurs de livres que de films. Ok. En tant qu'industrie culturelle, l'industrie du livre est la plus importante que l'industrie de la musique. Pour moi, dans ce que tu dis, il y a deux choses qui sont importantes. Du cinéma. La première, c'était par rapport au Harry Potter. Faut quand même pas oublier, à force de moyens, il y a un potentiel de lecteur en anglais qui est beaucoup plus important qu'un potentiel de lecteur en français. Ça, c'est clair. Donc, quand le Harry Potter est sorti, c'est le fait qu'il soit écrit en anglais. Au passage, il faut quand même rappeler que personne n'y croyait à ce projet, il faut quand même le dire. Et autre chose aussi, c'est que c'est les gens eux-mêmes qui ont diffusé l'information. Donc, quand le mythe arthurien est bien exploité, on voit que ça fonctionne assez bien, finalement. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est la structuration de l'entreprise occidentale par rapport à l'entreprise américaine. C'est ça notre problème. Ça rejoint ce que tu dis. Pourquoi ? Parce que chez nous, la personne qui va... Moi, j'ai eu un label de musique. Toi, tu as une maison d'édition. Notre problème, c'est que, en fait, on est obligé d'être à la fois sur le logiciel comptable, d'être à la fois sur le logiciel de déclaration des droits d'auteur et des contrats des artistes, et puis de voir avec le distributeur comment on va distribuer le disque, tirer des contrats en France et à l'étranger, puis après, réaliser le truc, les studios, tout, on fait tout. Les Américains, comment ils font ? Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on réfléchisse aussi. C'est vous êtes là demain pour travailler dans des entreprises qui vont devoir développer des moyens pour pouvoir faire du commerce. Ça s'appelle comme ça. Et qu'est-ce qui se passe ? Dans les entreprises américaines, il y a un mec qui va gérer l'histoire des labels. Il va gérer la SCPP, les droits voisins, etc. Toutes ces choses et les contrats avec les artistes. Il y a un autre qui va organiser la réunion du lundi pour voir avec les producteurs quel type de promo on va mettre en œuvre. Il y en a un autre qui va travailler, je sais pas, sur l'aspect commercial pur et qui va développer le service commercial. Forcément, quand le mec est tout seul dans son petit machin et voilà, et là on voit qu'on manque d'ambition, mais on manque de structuration. On est toujours dans ce problème de confiance, c'est-à-dire que il faudrait qu'on parvienne à se dire, je vais pas monter ma boîte tout seul. Et là, c'est l'inverse de ce que tu disais tout à l'heure. Faut plus monter les trucs tout seul en fait. Il faut les monter à plusieurs, et il faut monter ça avec des gens spécialisés dans des domaines différents et les associer. Ce sera que là notre solution. Là, on sort du contexte purement passionnel de l'artistique et on rentre dans l'aspect commercial qui, moi, m'intéresse également beaucoup. Et l'aspect commercial, il fonctionne obligatoirement par une synthèse de moyens, donc de connaissances. Donc, il faut prendre un mec qui sort de HEC, un mec qui a fait un master ou une fille qui a fait un master ici, et puis il faut prendre un bon artiste, un bon écrivain. Et avec ça, on peut bosser. Et puis, c'est pas mal de prendre peut-être un ou deux mecs qui ont deux personnes qui ont des bonnes relations dans les services publics. Parce que ça, c'est intéressant aussi. Parce que malheureusement, en France, les budgets passent par un certain nombre d'aides, enfin, comment on appelle ça, les subventionnements divers et variés. Ceci dit, ça change un petit peu. Parce que moi, là, j'ai été embauché par l'Uni, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, qui est une petite boîte qui raconte des histoires, on télécharge des histoires en audio. Donc, c'est de l'audio-livre pour les enfants. Et donc moi, c'est la première fois que je bosse avec eux. Et donc, ils ont une éditrice qui s'occupe que de moi et machin. Ils ont un illustrateur maison. Ils ont évidemment tout le studio d'enregistrement pour enregistrer les comédiens. Et j'ai déjà rencontré au moins 3 personnes différentes pour la promo. Une qui s'occupe que des réseaux sociaux, l'autre qui va faire un service de presse plus classique, etc. Et une troisième qui s'occupe juste de faire des stories, donc pour les différents réseaux sociaux sur lesquels ils travaillent. Et voilà, elles sont déjà 3 juste pour la promo, quoi. Et ça, c'est un truc un petit peu nouveau que j'ai pas vu chez d'autres éditeurs plus traditionnels, quoi. En même temps, ça cartonne. Ils ont vendu 1 million en Europe. Voilà, il n'y a pas de secret. Hein.
Et ils sortent d'une boîte de marketing, les créateurs. Donc je pense que entre ce qu'on dit tous, la synthèse des moyens, voilà, là, et en plus votre réseau, c'est là maintenant que vous pouvez le faire. C'est-à-dire que vous allez tous partir bientôt dans des endroits différents, et il faudra vous rappeler, tiens, un tel il faisait ça, tiens, un tel il faisait ça, tiens, une telle elle faisait ça, ou une telle elle faisait ça. Et c'est cette synthèse de moyens qui nous permettra de pouvoir avancer. Parce que nous, on le fait, mais on le fait avec nos moyens, c'est le cas de le dire. Enfin, dans le disque, de toute façon, c'est mort maintenant, mais je crois que c'est vraiment une notion qu'il faut que vous ayez bien dans la tête. Ouais, il faut fédérer et mutualiser. Exactement. En fait. Il n'y a pas trop le choix. Il n'y a plus le choix. Soit on a des gens comme aux États-Unis qui mettent plein de pognon sur quelqu'un parce qu'ils y croient. Ici, on n'en a pas. Parce que ceux qui ont le pognon, on ne sait pas ce qu'ils foutent. Ils sont 5% de la population, ils sont là-haut, ils se marient entre eux et ils se transfèrent les biens entre eux, puis ça s'arrête là. On ne les voit jamais. Bon, voilà. Aux États-Unis, c'est pas comme ça. Parce que c'est aussi un projet social. Et moi, j'insiste là-dessus. C'est que les Américains, ils ont fait un choix. Et les anglo-saxons moins, mais les Américains, c'est que pour la diffusion du pognon, il y a deux manières. Soit vous imposez à bloc le mec qui bosse, soit vous imposez à bloc la succession. Macron, il essaye d'imposer tout, mais bon. Les Américains, ils sacquent la succession pour que les mecs qui travaillent puissent investir du pognon dans l'entreprise. En France, on n'a pas ça. On n'a pas fait notre choix, on n'est même pas capable de faire ça. C'est-à-dire que les lois de finances, tous les ans, elles vous modifient le truc de l'année d'avant. Alors c'est fait au 15 décembre et ça s'applique au 1er septembre. Donc là, il y a des gens qui ont de l'argent en France. Et ces gens sont prêts à mettre des moyens dans des entreprises pour pouvoir financer du cinéma, vous savez bien, etc. Sauf qu'on n'a pas fait de choix fiscal, on n'a pas fait de choix commercial, on n'a pas fait de choix intellectuel. Et on n'a jamais imaginé que l'art pouvait être quelque chose d'économique. Sauf la peinture. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de droit de succession sur la peinture. Et qu'est-ce qu'ils font les gens là-haut? Ils achètent une toile, ils la donnent à leurs enfants, qui la revendent à un autre riche, et du coup ils ont le pognon pour zéro. C'est ça, je ne vous raconte pas une bêtise. Il n'y a pas de TVA sur les œuvres d'art, enfin sur la peinture pas l'architecture, la sculpture. Et ça aussi c'est un élément fondamental, c'est que on n'a pas été capable de mettre dans notre société la place de la culture au même niveau économique que l'ensemble du système économique. La culture, c'est de l'économie. Et ça, on n'arrive toujours pas. Enfin, j'ai l'impression, hein, je peux me tromper. Qu'est-ce qui explique alors que Bolloré, lui, cherche à avoir le monopole justement sur l'édition? Alors, Bolloré ne veut pas mettre le monopole sur l'aide ou la culture. Ce qu'il veut, Bolloré, lui, c'est maîtriser tous les systèmes de la diffusion médiatique. Donc, ça veut dire la télé, ça veut dire tous les systèmes de production qui servent à la culture, etc. Son objectif à lui, c'est pas d'aider la culture, c'est de pouvoir capter les systèmes de diffusion pour pouvoir exprimer ses propres idées et avoir un assez long pouvoir. Vous savez, Lug, chez nous, c'est celui qui a le dieu à la main longue, à la longue main, l'Enfada. Et ben il est ça, lui, Bolloré. Il a le bras long, et puis du coup, il est en train... C'est pire, non seulement il veut acheter tout, mais il veut tout. Parce que s'il a tout, il a le monopole. C'est pas ça dont je parle, moi. Et Bolloré est le contre-exemple terrible de ce que je veux dire. C'est que... l'exemple même, justement, du capitalisme américain, en fait. Non, mais non. Les mêmes mécanismes non, d'un point de vue économique. Je ne pense pas. Tout en laissant aussi des maisons d'édition qui peuvent critiquer ça, ce qu'il fait aussi. Je crois qu'il n'a pas le choix, parce que s'il les veut toutes, il va bien falloir qu'il laisse quelques-unes le critiquer. Mais je redis, je comprends ce que vous dites, et je ne dis pas que c'est faux. Je dis juste qu'il y a un choix fiscal et social à faire. Les Américains ont fait ce choix fiscal et social, c'est juste ce que je dis, et donc du coup, il y a une manne financière qui est disponible pour la culture, et en particulier sur le cinéma, parce qu'ils ont bien compris que c'était une économie que nous n'avons pas, mais ils ont fait un choix. Je ne dis pas que c'est un bon choix, je ne dis pas que c'est un mauvais choix, je ne dis pas que le capitalisme c'est bien, et bien au contraire, c'est qu'on a un modèle, on fait avec. Mais en tout cas, il y a un moment donné, il faut quand même choisir la culture comme un système économique, dans le monde dans lequel on est, sinon il n'y a pas de moyens. Et c'est ce qu'on vit là.
En France, c'est ce qu'on vit. Je veux dire, quand les gens commencent à vous dire on n'a pas de modèle, quand vous voyez que les gens qui vendent plus de 100 000 exemplaires, ils s'appellent Mussy, Bussot et Werber, et puis c'est fini, c'est terrible. Surtout quand il y a de la qualité, quoi. Enfin, Après, moi, j'ai pas la science infuse ni la vérité. Moi, je veux bien entendre de tout, mais je fais quand même le constat de la misère de la diffusion culturelle en France, à tout point de vue. Et je sais pas, les chiffres, en tant que label, je reçois les chiffres du SNEC tous les ans, donc ce qui sont les ventes de disques aujourd'hui, et je parle surtout du disque là, mais je vois, c'est 5 auteurs en France du rap qui font tout le marché. C'est dans le rap, il se trouve. Eux, ils ont réussi à diffuser. Ils ont le public, ils ont les moyens, Ils sont pourtant avoir de canaux officiels, ni sauf télé, que ils se sont fédérés, vraiment. Ouais. Vraiment fédérés dans les années 90. Vous parlez de la musique, mais par exemple, si on prend le système de Bandcamp, il y a plein de labels qui vivent très très bien, et on est complètement sur quelque chose de parallèle et d'indépendant, où on est même sur de la relation directe avec l'acheteur. Mais effectivement, ce n'est pas des choses qui sont mises en avant, parce que c'est aussi un système qui n'a mis qu'un orteil justement dans ce système capitalisme qui peut être dénoncé comme ayant tué la culture, ce qui explique aussi, par exemple, qu'il y a des auteurs américains, par exemple Richard Kraveck, qui chez Pusitala sort ses livres en France et non pas aux États-Unis. Alors Bandcamp, parce que je suis bien placé pour te parler de Bandcamp. Le problème aujourd'hui, c'est que avant, c'est pas pour dire que c'était mieux avant, c'est juste pour expliquer le système économique. Avant, on produisait les disques, on les vendait, et il y avait des droits d'auteur versés aux artistes, et il y avait un prix de vente, les gens achetaient le disque. Voilà. Aujourd'hui, il faut mettre les disques sur les plateformes, Bandcamp ou d'autres. C'est un système un peu plus juste, on est d'accord. Sauf qu'au passage, c'est qui prend l'argent? C'est pas Bandcamp, c'est juste qu'il y a des agrégateurs et il y a des plateformes. Quelle qu'elle soit, il faut bien que la musique elle soit diffusée quelque part. Et pour que ça soit diffusé, alors iTunes est le plus connu, mais ça peut être Deezer, ça peut être Qobuz et tout ce qu'on veut. En fait, ces diffuseurs-là, eux, ils ont des abonnements. Et après, ils mettent la musique, autant de musique que vous voulez. Donc on calcule, on ne sait plus qui sont les artistes, on parle en méga de musique. On ne sait même plus qui sont les artistes. Pour vous donner un exemple, dans mon label, aujourd'hui, j'ai 100 artistes. En 2000, avant les plateformes, tout ce qu'on faisait en droit voisin, c'est-à-dire en droit de diffusion sur la radio, presse, télé, tout ce qu'on faisait, ça représentait à peu près 100 fois ce qu'on fait aujourd'hui sur l'ensemble des plateformes pour l'ensemble des artistes. Donc, effectivement, ça ne coûte rien, parce qu'on met quoi? On n'a plus de support, on n'a plus de frais de papier, on n'a plus rien du tout. Donc, on met une matière à la disposition des plateformes. L'agrégateur les diffuse sur toutes les plateformes, parce qu'il y en a tellement. Si vous le faites vous-même, vous êtes mort. Voilà, et ce système n'est pas viable. Il est juste pas viable. Par contre, il est génial pour l'utilisateur, on est bien d'accord. Sauf que celui qui prend le pognon, c'est celui qui produit les abonnements, c'est-à-dire en particulier Orange et compagnie. Le deuxième, c'est celui qui est responsable de l'agrégation sur l'ensemble des plateformes. Je sais pas, pour répondre. Je sais pas, parce qu'il y a quand même plein d'artistes, mais ils n'ont pas le choix. Qui ne vont que sur Bandcamp, justement. On ne trouve pas forcément... Parce qu'ils ne sont pas acceptés forcément ailleurs. Non, c'est qu'aussi, ils font un choix éthique par rapport à, justement, la vision qu'ils ont de la culture et de la propagation de la culture. Oui, j'entends très bien ce que tu dis, mais je pense que quelqu'un qui va faire 50 téléchargements par mois n'a pas tellement réfléchi au modèle, parce que c'est 50 par mois. S'il veut réfléchir au modèle, il faut qu'il fasse 50 000 par mois, puis qu'il soit sur Bandcamp. Bah, les mecs qui font ça, ils sont plus. Il n'y a qu'un mec, en fait, pour terminer avec ça, parce que je ne vais pas garder la parole, il y a qu'un mec qui a voulu remettre en cause Spotify dernièrement, c'est Neil Young, qui a dit il y en a marre de ces plateformes-là. Et comme ils ont soutenu un mec qui était extrémiste, il a dit moi je ne veux plus rester chez Spotify, je me casse et j'enlève tous mes disques. Et il y a des artistes qui l'ont suivi, assez peu. Mais tout le monde comprend bien que pour ça, franchement, là, je ne vois pas le modèle. Et je pense que justement, des mecs comme Bolloré, c'est ça qu'ils observent, c'est se dire comment je donne l'impression que je vais ouvrir à tous et moi je vais prendre sur tous les secteurs. Peut-être, hein, moi je vois ça comme ça, mais peut-être je me trompe. Et si je me trompe, je suis très content.
Et du coup, j'ai l'impression qu'on peut totalement faire le parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure à propos de Netflix, qui finalement vient s'intéresser à des auteurs et films comme ça, et qui en fait pique une substance qui pourrait être exploitée directement à la source avec nos propres moyens finalement. Alors moi j'ai une expérience avec Netflix parce qu'ils s'intéressent à un de mes bouquins. Alors c'est très particulier, c'est-à-dire qu'en gros on va les voir, on leur fait lire le texte qui a pas trouvé d'éditeur encore, mais il se trouve que bon bref, ils ont lu le livre avant même qu'il soit sorti. Et ah oui c'est super, c'est vachement bien, et ben, trouver un producteur et on serait potentiellement intéressé. Donc quand on dit on met aucune bille sur la table, Ouais, à c'est toi un de te canal démerder, de qu'on diffusion. on est allé voir un producteur en disant juste on a voilà, Netflix qui a dit ça, mais bon, il n'y a rien de signé. Donc, aussi bien, dans 2 jours, ils disent bah non, finalement, ça ne nous intéresse pas du tout. Et donc, le producteur ne peut pas miser là-dessus. Et là, le producteur, bah, il est un peu dans le même cas. Bah, ouais, on ne sait pas trop s'il y a un support livre avant, peut-être que ça pourra nous aider. Donc là, on cherche un éditeur à qui on dit oui, il y a Netflix qui peut-être, puis un producteur qui. Et bon, et voilà, en fait, personne ne sort du bois pour lancer le truc. Parce que voilà, il faut une forme de courage financier aussi pour le faire. Ça s'appelle de la confiance. Oui, ça s'appelle de la confiance, exactement. Et en l'occurrence, moi là-dedans, je n'ai rencontré personne. C'est-à-dire, en tant qu'auteur, c'est mon agent qui donne le truc, etc., qui me fait des retours. Et je vois ça de l'extérieur en me disant bah, peut-être qu'un jour je vais toucher un gros chèque parce que ça va être adapté. Et puis bah, peut-être que non. Donc, tout ça pour dire qu'ils n'ont pas forcément la confiance, justement. Alors que c'est des grosses plateformes qui pourraient se permettre. En tout cas, de lancer le début d'un travail dessus. D'où l'intérêt Ouais. du potentiel de moyens. Mm. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à mettre en œuvre différents secteurs qui peuvent aller jusqu'à finalement la diffusion, du coup, tu court-circuites tout ça. Ah oui, bien sûr. Ça reste un problème de confiance et de réseau. Relisez la vie de Steve Jobs, c'est super important, quoi. Le mec, putain, j'ai besoin d'un écran et je veux du verre, machin. Je vais voir le gars, je veux ça dans 3 jours, je t'achète 1 million de trucs. Bah, l'autre, il le fait. Oui, bien sûr. Bah, nous, comment on fait? Bah, on n'est pas capable de faire ça parce qu'on se dit, ah ouais, non, on va déjà en prendre 100 et puis après, on va voir. Parce que la fois, j'ai aussi entendu ce discours-là, après je sais pas ce qu'il en est vraiment, de gens qui proposaient des films à je sais pas combien de producteurs, à l'OCNC ou je sais rien, alors CNC pour parler de la France, mais qui justement se sont retrouvés avec Netflix à avoir des occasions de faire des choses qui n'ont été acceptées par personne d'autre à un moment donné. Oui, comme le dernier Jeunet, par exemple. Comme quoi? Comme le dernier film de Jeunet qui a été produit par Netflix, c'est bien, ouais. alors que personne ne voulait le produire autrement. Ouais. Ou la Casa des Papel, hein, on parlait Oui, tout à oui, l'heure, oui, c'est ça. un truc en espagnol. C'est des exemples, mais en fait, on en revient toujours à la même chose, c'est qu'il y a quelqu'un qui est derrière un bureau, et on le voit bien, et c'est encore pareil, il est là, puis il se dit, tiens, ça, je vais mettre toutes les petites tortues là à bosser, puis quand ils auront fini, je vais voir en fait ce qui marche, on va faire 2-3 essais avec nos trucs bidules, puis on va faire... La Casa des Papel, ils n'en reviennent pas eux-mêmes parce qu'ils n'ont rien demandé, en fait. Je connais il se trouve que j'ai la chance de parler le castillan et je suis en lien avec, par rapport à l'écrit, avec un des producteurs de Casa des Papel. Ils n'ont rien compris, ils n'avaient même pas donné d'autorisation, en fait. Ah, parce qu'au départ, ça ne marchait pas spécialement bien. Ça marchait pas bien du tout. Premier passage en Ça marchait Espagne. pas bien du tout. Et l'Espagne n'en voulait pas, etc. Et puis le pire, c'est qu'ils n'ont rien fait. Ils ont juste mis un sous-titrage en anglais. C'est tout, hein. Au départ. Puis après, ils ont fait Oui, plusieurs saisons, tout ça. plusieurs ouais. saisons et tout. Puis ils ont commencé à. Mais je sais pas. Si je crois que si on a quelque chose à partager entre nous, moi, ce que je propose, qu'il soit, en tout cas, c'est que on fait un réseau on fédère un réseau de savoir-faire. Moi, j'ai plus quelques années à vivre, mais vous, il en reste encore pas mal. Donc, ça vaut la peine de penser votre réseau dès maintenant. Sinon, on a des sous-titres en anglais. Pardon? Oui, voilà, Pascal Love, c'est ce que je dis. C'est ce qu'ils font avec moi. Mais c'est pas terrible, je trouve. Le réseau, le commerce. Je pense que, vu l'heure, j'avais pas vu, mais il serait temps de passer aux questions, s'il y en a. Je sais pas quelle heure il est. On a eu spontanément déjà quelques-unes, mais... Oui, Il reste 3 minutes pour les questions. c'est pas mal. Mais peut-être que, j'avais entendu aussi, c'est même le prof que j'avais qui est dans la BD aussi, qui disait, et ça je veux bien l'entendre, critiquer les éditeurs, c'est une chose, peut-être que aussi dans ces... Il faut critiquer les éditeurs. dans ces- Autrement, ils font rien. c'est se remettre en question, mais
la science-fiction comme le fantastique, c'est quand même quelque chose qui touche énormément de gens. Il y a peut-être énormément de gens qui proposent aux éditeurs différentes histoires de fantasy, de choses comme ça. Peut-être c'est un genre aussi très très exigeant. J'ai eu la chance d'être bénévole dans le festival Court-Métrange de Rennes, là, que je conseille, un super festival étrange du film de genre. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ils font des tables de rencontre avec des producteurs, des jeunes auteurs. Et c'est hyper exigeant parce qu'effectivement, ils en reçoivent beaucoup. Et je peux comprendre aussi le discours de se dire en tant que producteur, ok, on a tant de textes qui parlent, parce qu'il y a forcément des similitudes voilà, dans les univers, des choses comme ça. Qu'est-ce que ça propose vraiment de nouveau? Est-ce que c'est vraiment bien écrit? Et puis, est-ce que ça fait pas concurrence avec quelque chose qu'on a déjà produit avant, qui est dans le même genre? Ouais, mais ça, c'est valable dans tous les genres, pas que pour la fantasy. Est-ce que peut-être pour la fantasy ou la science-fiction, est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté, je sais pas, un peu plus dangereux parce qu'un public plus restreint ou plus spécifique? Ouais, après, c'est un public fidèle qui lit beaucoup. Après, ils sont moins nombreux, c'est vrai. Mais par contre, ils peuvent lire des pavés, ils peuvent lire des trucs en 10 tomes, ça leur fait pas peur. Ce qui est un peu différent d'autres genres, quoi. Après, moi je pense que quand un écrit est bon, il est bon. Quand un livre est bon, il est bon. Quand un scénario est bon, il est bon. Quand une musique est bonne, elle est bonne. Faut déjà partir de ce postulat-là, déjà. Donc déjà, je peux te dire que si tu prends ça comme idée, tu vas nettoyer le marché rapido. Parce que pourquoi les éditeurs ils sont gavés de projets? Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent qu'ils peuvent plus suivre. Et je pense que dans l'éducation et dans l'envoi de ce que les gens envoient, et moi il m'arrive de recevoir souvent des projets de gens qui me disent tiens, on a fait ça, t'en penses quoi? Parce qu'ils savent que ce légendaire-là, je le connais. J'ai tendance à dire travaille ton texte, quoi, déjà. Donc il me dit les éditeurs ils veulent pas de mon texte. Mais moi j'ai dit mais c'est normal. Et le problème, et tu sais bien qu'on fait ça souvent. Et le problème, c'est que quand vous dites à un auteur travaille ton texte, faut faire attention comment on le dit. Parce que déjà, on peut le blesser. On peut définitivement lui donner l'envie d'arrêter d'écrire. Donc, il faut faire attention. Donc, il faut trouver les mots pour lui dire. Mais en tout cas, moi, si j'ai quelque chose à dire, c'est que, de toute façon, un produit qui est bon, il est bon. Et à un moment donné, il trouvera une place. Je ne dis pas qu'il fera un marché international, hein, mais je pense que c'est ça la première, pour moi, phase. Et si cette phase-là, elle est bonne, à mon avis, un jour ou l'autre, tu trouves ton éditeur. Tu te mets Alors, juste pour tempérer un petit peu, ça c'est mon expérience. C'est-à-dire que moi, je vis de ma plume, je fais que des livres. Et donc, quand je propose un projet à un éditeur, souvent, j'ai encore pas écrit une ligne, j'ai juste une idée que j'essaie de préciser. Et après, il faut que je réussisse à le séduire avec ça. Et s'il commence à me dire, ouais, mais j'aimerais bien quand même avoir un peu plus de matière, que tu commences à travailler dessus, je vais être obligé de lui dire non, parce que je ne peux pas passer 1 mois ou 2 mois ou 3 mois à commencer à travailler sur un projet dont je ne suis pas sûr que je vais le signer. Donc je préfère aller voir un autre éditeur qui va sans doute me proposer un truc plus sage. Voilà. C'est-à-dire que des fois tu proposes des projets, il n'y a que quelques lignes de posées sur... Ah bah des fois il y a une page d'intention, quoi. Toujours. Ou deux. La plupart du temps, on n'a même pas une page de matière. Tous mes bouquins, pourtant c'est des bouquins à 30 € et voilà, c'est tous fait comme ça sur une idée. Parce que les auteurs qui arrivent avec un manuscrit déjà fait, c'est souvent les débutants, s'ils ont eu le temps de le faire avant, ils l'ont fait sur leur temps libre, ils bossent à côté ou quoi. Et moi, je peux plus me permettre de faire ça, j'ai fait ça au début, mais... Enfin, t'as un CV, je veux dire. Oui, voilà, c'est ça. En fait, je leur vends un savoir-faire, ils savent, j'ai fait une 50aine de bouquins, bon, d'accord, il sait écrire des livres, il n'y a pas de souci, et j'ai fait ci, ça, ils voient quelle est ma plume, etc. Donc, ça, c'est la première chose pour les séduire, puis après, il y a le projet. Mais souvent, ils sont frileux aussi. Ça m'est arrivé vraiment plein de fois. Et des fois, tu te dis, bon, ok, je vais écrire un premier chapitre pour donner le ton, parce que c'est vrai que c'est important le ton, le style qu'on veut employer. Bon, et ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps. Le premier chapitre est bien, mais ça manque de dialogue. Tu pourrais pas nous faire une scène avec un peu plus de dialogue? Et là, tu te dis, bon, maintenant, c'est pas possible. Je vais commencer à travailler mes personnages, à faire mes arcs narratifs, etc. Enfin, ça va me prendre du temps pour qu'à la fin, ils me disent, ouais, non, finalement, ça ressemble à un truc qu'on a déjà fait, on va pas le faire. Et j'aurais travaillé pour rien. Ah, mais si vraiment tu sais que c'est un projet qui te tient à cœur et que tu vas absolument le faire. Ouais, mais en fait, ce que l'expérience m'apprend, c'est qu'en fait, il y a plein de projets qui peuvent me tenir à cœur. Et il n'y en a pas un où je me dis, si celui-là est plus important que les autres, je m'en fous maintenant. Mais vraiment, en plus, c'est vrai. Et j'ai appris au fur et à mesure à pouvoir toujours trouver de quoi manger, quel que soit le projet. Même quand c'est un truc qui est assez éloigné de moi, qui est vraiment un travail de commande, c'est vraiment très rare que je m'ennuie à le faire.
Je dis pas que ça m'est pas déjà arrivé, mais vraiment 9 fois sur 10, ça se passe juste très bien et je trouve des choses qui me parlent, que je peux creuser et faire un peu ma tambouille, parler même de moi de manière un peu en 12D, quoi, entre les lignes. Bon, quel que soit le sujet, il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. Donc du coup, il n'y a plus rien qui me tient à cœur spécifiquement. J'ai juste envie de faire plein de choses différentes, quoi. Ça, c'est mon but. J'ai pas envie de faire tout le temps le même truc. Après, dans ce que tu dis, tu crées un lien avec ton éditeur. Par exemple, moi, chez Glénat ou chez Albin Michel ou chez Ouest France, j'appelle mon éditeur, puis où il m'appelle, et puis je veux faire ça et ça et ça. Et j'ai tendance à écouter ses commentaires, parce que s'il me dit, ah non, mais là, si tu fais ça, on va au mur, là, parce que, voilà. En fait, il change pas mon projet, il est juste capable de me dire, bah ouais, mais non, là, on peut pas faire, ou bien, oui, vas-y, tu creuses ça, vas-y, et après, on y va. Mais il y a ce lien de confiance à trouver. Et je voudrais rajouter une dernière chose, là, qui est importante, vraiment importante, c'est que il y a aujourd'hui, dans la commercialisation et dans la diffusion, il y a des nouveaux outils à notre disposition et qui sont apparus, en fait, qui existaient, mais dont la diffusion s'est montrée bonne pendant la Covid. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de gens aujourd'hui qui sont prêts à avoir du commentaire sur du virtuel. Donc je prends un exemple, et je vous dis ça parce que ça peut servir à tout le monde. J'ai fait un bouquin qui s'appelle l'Oracle du Druide. Donc c'est un oracle avec un jeu de cartes et avec un système de prévisionnel, avec des tirages, etc. du jeu, ce qui n'est pas mon savoir-faire habituel. Et donc cet oracle permet aux gens d'apprendre la mythologie d'une manière un peu ludique. Ce que je n'avais pas capté, en fait, c'est qu'un tirage d'oracle, c'est compliqué en réalité. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils veulent une fois qu'ils ont acheté l'oracle? Eh ben, ils veulent une formation sur l'oracle pour pouvoir faire les tirages et puis les interpréter convenablement. Donc qu'est-ce que je fais? Je me mets sur Zoom, réunion Zoom, je fais mon tirage sur l'oracle, je mets en route et je remplis mon bazar en 2 minutes. Et puis là, je suis chez moi, je fais mon petit truc et ça fait... Alors évidemment, tous les gens achètent l'oracle avant de commencer la formation. Donc déjà, c'est couillon, mais les gens achètent ça, ils en parlent autour d'eux, enfin voilà. Et puis, la formation, elle est payante, donc voilà. Et puis, ils disent à d'autres qui veulent que ça soit payant, tout le monde l'aura. Puis après, ils ont des patients, des voisins, des tatas, des titis. Ils tirent les cartes avec les gens qui disent « Ah bah moi, je le veux bien, il n'est pas trop cher. » Et je pense qu'on a ces moyens-là de diffusion nouveaux, dont vous pouvez vraiment profiter, et sans pour autant faire des TikTok et des Instagram ou des Reels qui durent 3 minutes et qui vous prennent beaucoup de temps, qui ne sont jamais payés, sauf si vous avez 1 million de vues. Donc ça vaut la peine de réfléchir à ça, je pense. Je peux juste rajouter un petit truc, parce qu'on a dit beaucoup de mal des éditeurs depuis le début, y compris moi. Mais comme on parlait de l'auto-édition, le rôle de l'éditeur, il est quand même vachement important. C'est-à-dire, c'est vraiment lui qui fait que le livre va être bon ou pas. Même si vous êtes très bien, c'est lui qui va faire la différence. Et pour en parler souvent avec les libraires, ils sont tous d'accord pour dire que les livres auto-édités, c'est au mieux correct. Voilà, c'est rarement bon et jamais très bon. C'est-à-dire qu'un très bon livre, c'est toujours un livre qui est passé aux mains d'un éditeur. Pour avoir l'impression que l'éditeur il va avoir un regard différent sur le travail, il va pouvoir le réorienter, il va pouvoir le corriger, l'amender, vous aider à progresser, parce que quand on est tout seul, on ne sait pas trop si on va dans la bonne direction, et là, il est là pour regarder. Donc son rôle reste quand même essentiel. Effectivement, le problème, c'est quand Joël Dicker crée sa propre maison d'édition, c'est plus tout à fait l'auto-édition, il crée toute une maison d'édition autour de ses bouquins, peut-être d'autres, il est le patron. Oui, c'est pas dit que du coup, c'est dit. Qui va lui dire, je suis éditeur, je suis en période d'essai, puis il y a mon patron qui me dit, est-ce que tu aimes ce que j'écris? Oh oui, patron, j'aime ça. Bien sûr. Et c'est ça le problème. C'est qui va avoir le culot de lui dire que c'est beaucoup trop long. Voilà. Que peut-être c'est moins bon que les autres. Il peut pas. Donc il est coincé. Donc il doit être vachement intelligent pour se dire, je dois être autocritique. C'est ça toute la difficulté. C'est vachement important ce qu'il a dit là. C'est super important. C'est vrai que des fois, les gens ils me disent on va sortir un bouquin en auto-édition. Et je leur dis ça sert à rien du tout. Mais rien du tout, quoi. Parce que la personne va mettre 10 exemplaires dans 10 magasins différents dont on n'ira jamais chercher le pognon parce que très vite, le libraire va dire je sais pas où c'est, machin. Donc déjà, c'est vrai, c'est complètement perdu d'avance, ça. Sauf, moi, je vais en faire un compte d'auteur cette fois. Pourquoi? Parce que comme je fais beaucoup de dédicaces et que je vends pour les magasins, je ne gagne pas ma vie. Donc du coup, si j'ai un produit à vendre aux clients directement, je paye mon déplacement. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Donc c'est un choix en fait commercial pour pouvoir financer, parce que c'est pas con. C'est vraiment pas con. Mais là, je le proposerai à un éditeur qui va sûrement me l'accepter et je dirais tiens, c'est bon, donc je peux le faire en auto-édition. Ouais, d'accord. Voilà.
Mais sinon, faut pas faire, faut décourager l'auto-édition, sauf pour des gens qui sont bien entourés. Donc, fédération de moyens, encore une fois. Oui, ou pour des projets très spécifiques. C'est-à-dire qu'il y a des auto-éditions qui marchent bien quand elles touchent, par exemple, un endroit très précis, genre un bouquin d'histoire sur telle ville. Ils savent qu'ils vont en vendre que dans cette ville-là, et là, l'auteur peut se permettre de faire le tour des libraires et des maisons de la presse et tout ça. Et il sait qu'il arrivera à canaliser ses ventes et voilà, à diffuser son bouquin comme il convient. Mais si c'est un roman de fantasy, par exemple, ouais, là, il faut vraiment être très courageux. Il y en a qui le font, hein, mais... Il faut rajouter quelque chose, c'est que l'éditeur a un vrai rôle, mais écrire, ça s'apprend aussi. C'est un métier, en fait. Et c'est aussi ça, notre problème en France, Oui. pour répondre... voilà. On a un problème de formation. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous avez des écoles d'apprentissage de l'écriture. Alors ici, on a des ateliers d'écriture. Mais il y en a maintenant, il y en a un à Toulouse, à Paris. Donc du coup, ils apprennent aux gens à faire des scénarios, à mettre en perspective des histoires, ils apprennent à utiliser des logiciels où évidemment, si le personnage est roux, à la première page, il ne devient pas blond, à la 50e page, s'il est pas allé chez le coiffeur. Mais c'est vrai qu'on peut vite faire ce genre d'erreur, et donc il y a des logiciels en fait qui remettent tout ça en perspective, et ils apprennent ça dans les écoles. Et je crois qu'il faut se rappeler que écrire, c'est comme éditer, c'est un putain de métier difficile. Et on fait des phrases à la con, puis quelques années après, on dit « Oh putain, qu'est-ce que c'est nul !» Ça m'arrive aussi. Et l'éditeur, il m'a même pas dit comment il a laissé passer ça, quoi. Sauf qu'il m'aurait dit, je me serais dit, mais qu'est-ce que tu viens me dire là, c'est vachement bien. Il faut juste avoir en tête que les grands pianistes, par exemple, ils ont toujours leur prof de piano. Oui, bien sûr. Le prof de piano joue peut-être moins bien du piano, c'est même sûr que le grand pianiste, mais il est là parce que c'est utile, il continue à lui faire travailler ses gammes. Donc l'éditeur, s'il se débrouille à peu près bien, il sert à ça avant tout. Évidemment. Ça, et puis tout le canal de la diffusion quand même. Un exemple très simple en fait de gaffe qu'on peut faire, on ne se rend pas compte, mais c'est vous écrivez, puis vous précisez, vous décrivez un lieu, puis vous mettez l'armoire contre le mur était jaune. À moins que l'armoire soit pas contre le mur, et là on peut le préciser que l'armoire est au milieu, le reste, systématiquement, les armoires sont contre les murs. Donc c'est vrai, non mais ça paraît con, mais ça alourdit, ça c'est le boulot d'un éditeur de dire non mais, ou alors je sais pas, la cellulose végétale, j'ai fait un article pour une revue scientifique il y a pas longtemps, et j'avais mis cellulose, et la fille elle a mis cellulose, parce qu'ils ont aussi dans les journaux, ils ont des gens, c'est pas des correcteurs en fait, c'est la rédaction en chef là, ah oui, d'accord. Le secrétaire de rédaction qui doit trouver que mon article ne correspond pas bien à la revue, donc elle a rajouté, et elle le fait souvent, mais là elle a rajouté cellulose végétale. Elle dit ben non, mais là c'était sur les gélules, tu vois. J'ai dit ben non, on peut pas, c'est un pléonasme, c'est forcément végétal. La cellulose. Et ce genre d'erreur là, quand il y a un bon éditeur qui vous remet ça va vite, quoi. Je sais pas toi, moi je trouve ça va très vite d'écrire un truc, l'armoire est contre le mur, quoi. On peut tous faire ce genre de gaffe vite fait, et je pense que la relecture et tout ça, les services qu'on a dans les maisons d'édition, ils sont pas négligeables. Et puis l'éditeur, sa partie, c'est aussi le commerce, c'est-à-dire qu'il sait si le livre a des chances de se vendre ou pas. Et nous, en tant qu'auteur, on n'en a pas forcément conscience. On trouve notre histoire super, mais l'éditeur va te dire ouais non, là ça va vraiment intéresser personne, à tort ou à raison, je trouve des fois, mais bon, toujours est-il qu'il a quand même ce regard-là plus commercial qui nous intéresse moins quand on est artiste. On veut exprimer quelque chose, on n'est pas là forcément pour faire un truc qui va se vendre. Alors il y a une phrase que j'aime bien de Yves Lavandier, qui est un mec qui a beaucoup écrit sur l'art de faire des scénarios. C'est si on ne cherche à plaire qu'à soi, non, si on ne cherche qu'à plaire au public, on s'habille comme une pute, mais si jamais on cherche à plaire qu'à soi, on finit comme une vieille fille. Et il y a un peu de ça, c'est-à-dire qu'il faut aussi se soucier du public et pas faire non plus de la retape, voilà, facile. Bon, bref. Je crois que vu de l'heure, on va pouvoir s'arrêter là. Merci beaucoup. Après, c'est à vous de faire le tri dans tout ce qu'on raconte ça va un peu dans tous les sens. Mais je voudrais juste terminer en disant que on a bien compris qu'on avait une matière incroyable qui est la matière de Bretagne. Cela dit, nous, on s'intéresse aussi beaucoup aux gens qui mélangent les cultures. Donc, allez sur la chaîne YouTube du Temps Éditeur, vous découvrirez de très belles choses. Voilà. Merci beaucoup.